Les enfants, le souper est prêt. Cette semaine, je reçois Mathieu Chouinard, que les plus férus connaîtront peut-être. C'est un gars qui a été repêché 2 fois dans la Ligue nationale et 2 fois par la même équipe. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a une histoire assez unique et je vous laisse la découvrir. Cela dit, j'en profite pour vous rappeler qu'on est en préparation de la mission Forsberg et s'il y a des gens, on est à la recherche de sponsors. On est ouvert en fait à des sponsors pour la mission Forsberg. S'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous. François@directsultape.com, c'est mon frère qui s'occupe des commandites, ou encore sur notre page Facebook ou Instagram ou autre. Ça va nous faire plaisir de voir si c'est un fit. Donc voilà, et c'est ça. Donc Mathieu Chouinard cette semaine. J'aime beaucoup ça. C'est très unique comme histoire. Puis là, je me rends compte que je radote. Puis donc, je vous laisse écouter l'épisode. Et je vous rappelle que c'est un épisode. En fait, je vous rappelle pas. Je vous dis que c'est un épisode que j'ai enregistré le 25 mai 2017. Donc, ça fait déjà mon Dieu, presque un an. Mais donc voilà. Donc Mathieu Chouinard. Direcsultape avec David Bocage. Mathieu Chouinard, ça va bien? Oui, ça va très bien, yes, toi. Merci d'être là. Merci, Sérieux, merci de m'avoir. Prendre le temps, c'est le mois de mai 2017. Je sais pas par où commencer avec toi parce que t'es connu comme étant le gars qui a été repêché 2 fois par les sénateurs, mais il y a bien des choses qui est arrivées avant ça puis après ça. Juste pour nous remettre en contexte, en ce moment, t'es rendu où dans ta vie? Dans ma vie? Ouais, je suis un habitant de Saint-Philippe, pas loin de Candiac. Ouais, OK. Donc, ma conjointe vient de là. Donc, j'ai adapté sur la Rive-Nord. Je suis à la Rive-Nord. OK. Là, depuis 2 ans. Là, je suis sur la Rive-Sud avec 2 petits-enfants. Du 4-5-0 au 4-5-0. Ouais, mais j'aime ça. Il y en a beaucoup qui disent « tu passes de la Rive-Nord à la Rive-Sud, tu as de la misère », mais non. Et puis, oui, c'est ça. Donc, je suis entraîneur de hockey à temps plein. J'ai la chance de faire ce que j'aime aussi dans la vie. Là. Donc, je me considère très choyé. Tu coaches où exactement? Cégep de Saint-Laurent, donc dans la ligue collégiale. Il y en a qui vont dire le collégial 3A ou peu importe, mais il y a juste une ligue, c'est collégial, c'est provincial, donc automatiquement c'est 3A. Donc une ligue très compétitive, que de plus en plus d'équipes là, qui s'ajoutent au fil des ans, qui se fait beaucoup remarquer là, depuis quelques années. Qui est en pleine expansion, en fait. Oui, en effet, il y a un gros boom pour le hockey scolaire. Je pense que c'est pas mal un mouvement national, peu importe. Là. Est-ce que c'est le futur un peu, le hockey scolaire? Oui, moi je pense que oui. C'est aux États-Unis, on voit que ça. Les autres ils essayent de rentrer d'autres ligues, puis ça explose, mais le hockey explose aux États-Unis. Ouais. Ici, je pense qu'on est peut-être dû, justement, pour faire un petit remaniement des choses, puis de peut-être pas donner le contrôle toujours aux mêmes personnes. Mm-hmm. C'est quoi que le hockey scolaire collégial amène de nouveau là, qui est intéressant comme option? Il amène un autre régime de vie complètement, un autre style de vie. La charge, le taux de charge est adapté pour les études. Donc, c'est important là, pour les jeunes là, de être sur la glace, mais d'avoir du temps pour étudier. Nous, on s'arrange pour jouer juste la fin de semaine. Donc, toutes les games collégiales là, se jouent la fin de semaine. Donc, la semaine, les jeunes ont le temps d'étudier. J'en ai, moi, qui sont en architecture. Les gars, il faut qu'ils restent le soir tard à l'école. Là. Donc, c'est pas toujours évident si tu as une pratique le soir ou quoi que ce soit. Nous, l'horaire est bloqué pour les jeunes. Ils viennent à l'aréna, ils pratiquent. Leur enterrement en glace, même affaire, leur horaire est bloqué. Donc, il manque pas d'école pour arriver. Je comprends. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ta carrière à toi, dans le sens que, tu sais, je pense que je t'ai déjà entendu dire que t'aurais aimé ça aller plus à l'école ou t'aurais aimé ça plus avoir un plan B solide. Est-ce que ça a rapport avec ça, le fait que maintenant tu te réinvestis dans du hockey scolaire, donc dans des jeunes qui, oui, jouent au hockey de haut niveau, mais en même temps développent quelque chose d'autre aussi? Oui, intéressant comme point. Peut-être. Je pense que c'est, comme tu disais, c'est l'avenir. Puis, on dit tout le temps, si j'avais pu, ou si toujours dans notre vie. Oui, dans le temps, j'avais eu des offres pour aller à l'universitaire américain. Est-ce que c'était une option? Vraiment pas. Parce que dans ce temps-là, ça se pouvait pas. T'étais un jeune qui s'en allait en première ronde junior majeur. Tu pouvais même pas considérer là, aller aux États-Unis. Là.
J'ai une anecdote une bonne anecdote de ce côté-là. J'étais dans un camp, équipe Québec. Je pense que c'était équipe moins de 17 ans. On faisait un camp d'équipe. Une chose comme ça, là. Ouais, donc on s'en allait voir, c'est ça. Donc j'avais 16 ans, l'été de 16 ans. Et puis j'allais être repêché, junior majeur. Au camp, il y a un dépisteur de l'Université du Maine qui est venu voir, donc l'université, là, qui était une grosse université qui venait de gagner ou quoi que ce soit. Là, Paul Carrier, je pense, jouait là. Dans ces années-là, là, ça gagnait, ils ont une belle réputation. Là. Donc, il est venu me voir, je me rappelle, un petit monsieur assez très âgé, là, qui parlait pas trop fort, qui parlait anglais, j'avais la misère à le comprendre. Puis pendant qu'il me parlait avec moi et mes parents, après une game ou une pratique, peu importe, un dépisteur junior est venu. Il l'a comme séparé, puis il a dit « Monsieur, ça va être un choix de première ronde junior majeur, pensez-y même pas. » Donc, à partir de ça, moi, les yeux, les étoiles, tout le rêve à RDS à 2h du matin, parce que dans ce temps-là, c'était juste à 2h puis à 11h, les nouvelles du sport. Ah ouais, OK. Le Journal de Montréal, tout ça, tout ça en règle de compte. Tous tes amis ont joué junior majeur ou des choses comme ça. Fait que tu dis, garde, c'est même pas une option. Puis pour les parents, c'est la même chose. Ils embarquent dans le jeu aussi, là. Veut pas, là. C'était trop impressionnant. Ben, c'est sûr. Dans ce temps-là, oui. Il y avait pas vraiment d'autres options, logique. Maintenant, ça s'ouvre. Il y a beaucoup plus d'options pour les jeunes. Les joueurs qui allaient jouer universitaire américain ne faisaient pas la Ligue nationale, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs passent par le collégial américain, l'universitaire américain pour aller à la Ligue nationale. Oui, les Québécois qui allaient jouer universitaire américain, il y en avait tellement pas beaucoup. C'est Martin Saint-Louis parce que le junior a pas voulu. Ouais, mais j'ai joué avec quelques gars qui ont joué là dans la Ligue américaine, en sortant des collèges américains, mais qui sont plus vieux que moi-même là, donc ça fait longtemps là. Mais comme tu dis là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, fait que le produit là, on pouvait même pas dire qu'il y avait un produit. Là. Je comprends. Puis toi dans le fond, juste pour revenir justement par rapport à ta carrière, toi t'es gardien de but. Oui, ancien gardien de but. Ancien gardien de but. Oui, je coach avec des patins de joueurs. Ouais, c'est ça. Fait que t'as commencé à jouer ton hockey mineur dans ton coin. Oui, à Boisbriand, hockey mineur à Boisbriand. J'ai grandi en fait avec Pascal Dupuis, donc on était toujours dans les mêmes équipes, pas mal. Là. C'est ça. Il y a un an plus vieux que moi, donc on a joué au soccer, on a joué au hockey ensemble. Donc oui, à Boisbriand, Charline Labonté vient de Boisbriand aussi. Donc j'ai aussi la chance de côtoyer Charline. Là, donc le monde du hockey, c'est un petit monde. Hein. C'est quoi t'as-tu joué avec Charline? En fait, j'ai fait plusieurs écoles de hockey avec Charline. Comme joueur, là. Comme moi, j'étais gardien de but dans ce temps-là, puis elle venait aussi avec l'école de François Allaire, à Cogent, ça s'appelle dans le temps, à Sainte-Thérèse, Rosemère, donc on a travaillé beaucoup ensemble. Elle venait de Boisbriand, elle jouait au soccer, on se voyait souvent au parc, on est devenus des amis par la suite, on a joué contre. J'ai eu la chance de jouer contre. Oui, junior, elle jouait à Le Gaulet, à Bathurst. Ouais. J'ai eu la chance là, de jouer contre elle. François Allaire, pour les remettre en contexte, c'est celui en fait qui est un coach de goaler très connu qui a développé, si je me trompe pas, le style papillon avec Patrick Roy, là, c'est bien lui. Exactement. C'est de la référence. Que je considère le meilleur entraîneur de gardien au monde. Là. Pourquoi il était différent? Il a révolutionné de la façon de faire. Il a joué les statistiques, il a compris de où les lancers venaient, où ils vont aller. Puis il s'est mis à travailler là-dessus, à travailler le papillon, couvrir le bas de la glace. Et puis travailler avec une méthode qui n'a pas changé, qui a adapté. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec longtemps. Là. J'ai eu la chance de travailler avec lui récemment aussi. Puis j'ai vu qu'il s'est adapté, mais sa méthode a resté la même. C'est comme s'il utilisait un petit peu les statistiques avancées avant le temps, là, dans le fond, de réaliser d'où venaient les buts, puis de tout... Oui, puis c'est un peu comme exemple, un gars qui fait du snowboard, puis il fait un nouveau trick que personne n'a jamais vu. Ouais. Ben, lui, il l'a maîtrisé, ça, puis il a développé des nouveaux tricks que personne n'avait jamais vu, mais qui fonctionnent puis qui amènent des points. Ouais. Comment il a adapté le style, dans le sens que le hockey a changé depuis les années, justement, il a développé ça dans les années 80, fin 80, début 90, là, si je ne me trompe pas. Le hockey a tellement évolué depuis, la vitesse, les bâtons, comment il a adapté au nouveau hockey aujourd'hui? Ben, c'est un peu le jeu du chat de la souris, hein, entre les lanceurs et les gardiens de but. Ça veut pas. Exemple, les mythes sont beaucoup plus hautes qu'ils étaient là 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que les joueurs maintenant, ben ils vont tous lancer dans l'eau du filet. C'est rendu comme ça. Parce que les goalers sont tellement gros, tombent à papillon, donc ils couvrent tout le bas de la glace. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on voit là, de plus en plus? Mais on recommence à avoir des buts bas
Pourquoi? Parce que les limites sont plus hautes. Donc, tu sais, c'est un jeu de chat-souris, donc on va les descendre, on va les monter. On s'ajuste avec les shooters. Là, on voit des nouvelles positions lorsque le goaler est dans sur son poteau, quand la rondelle est en arrière. Souvent, les goalers sont par terre. Ils ouvrent des nouveaux trous, les joueurs, ils voient ça, ils voient des vidéos. Les goalers voient des vidéos, donc ça s'ajuste. C'est des modes, des tendances. C'est des modes, ben oui. Puis il y a plusieurs entraîneurs de gardiens qui rentrent dans la mode, puis au lieu de vouloir innover... Ouais. Je pense qu'un bon entraîneur, peu importe, il faut qu'il innove. Au lieu d'innover, ils suivent la mode, puis ils font la même affaire que l'autre fait sur Internet. Alors que François Allaire était peut-être en avance là, sur les il était en avance sur son temps. Le papillon, c'était déjà vu dans le temps, mais Patrick Roy était vraiment celui qui a arrêté de glisser partout, puis de vraiment faire des vrais déplacements, puis de tourner en papillon, puis de vraiment travailler sur être compact. Je comprends. Est-ce que, pour revenir à Charline Labonté, tu la côtoyais à Boisbriand. Est-ce que c'est quoi ton souvenir d'elle, comme qui était justement une fille qui jouait avec les gars, puis en plus toi, elle était gardienne de but, elle aussi, toi t'étais gardienne de but. C'est quoi ton souvenir de... Ben en fait, on se communique encore là, donc ça, par message texte ou sur Twitter beaucoup. Charline, c'est une passionnée dans tout ce qu'elle fait. Ça, c'est ce qu'elle drivait le plus. On disait c'est ça la passion. Puis elle avait fait la façon de dire, regarde, moi je vais jouer avec les gars, puis je vais être la meilleure possible, tu sais. Puis dans ce temps-là, c'est pas quelque chose qui a dérangeait, donc ça prend un mental particulier. Pour avoir autant de médailles d'or aux Jeux Olympiques, ça prend un mental comme qu'ils disent les boys. La dureté du mental. La dureté du mental. Donc non, sérieusement, c'est là que ça se joue entre les deux oreilles pour elle. Là, je vois qu'elle poursuit une autre passion là dans la cuisine que je trouve formidable. Elle sort d'université, puis elle se lance dans un autre domaine. Là, encore une fois, ça faut être fort là, entre les oreilles. Entre les oreilles, entre les oreilles. Ah, c'est ça. Charline, est-ce que tu te souviens, c'est quand même, vous aviez quel âge là au moment des camps de hockey, puis ces affaires-là, vous aviez quel âge? Je dirais 16 ans. Ouais, 16, 17, ouais. C'était quoi l'opinion des gars? Tu sais, le hockey, c'est tellement des gars, le testostérone, les chambres de hockey, puis il y a une fille là-dedans qui est goaler. C'était quoi l'opinion des gens là, sur elle, puis un peu... Elle travaillait tellement fort qu'on voyait... Puis elle faisait partie de la gang, fait qu'on voyait pas la différence. Il y avait pas vraiment une attitude différente face à Charline. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était dans le sport à Beaubriand qu'elle faisait partie de l'organisation à part entière. Oui, c'était en plein ça. Donc, il y avait... Je me souviens pas une seconde, parce que c'était long avant que je réponde, parce que j'essaie de me souvenir s'il y avait eu quelque chose, puis non, il s'est jamais rien passé, qu'on passait des commentaires ou quoi que ce soit, non. Elle a été même repêchée dans le junior majeur. Ouais. Tu as joué même contre elle dans le junior majeur. Ouais. Est-ce que tu te souviens aussi, est-ce qu'il y a eu une démarcation là aussi, tu sais, c'est la première fille repêchée dans le junior majeur là, de l'histoire? Est-ce que, Je sais pas si ça avait été repêché. En fait, oui, elle a été repêchée. Elle a été repêchée? Oui, parce que je l'ai reçue, puis... t'as confirmé ça. Même que... Elle fait ça, en fait, c'est ça, c'est la première... Okay, cool. C'est pas la première à jouer, Manon Réaume. Non, Manon Réaume avait joué, mais pas de la même façon que Charline a joué. Non, c'est ça. On s'entend là-dessus. Là, Charline a vraiment eu un poste de deuxième gardien pendant une saison. Ouais. Mais c'est sûr que c'était... Dans ce temps-là... Son corps était pas encore adapté. Non, c'est ça. Elle était pas encore en train de s'entraîner pour les Olympiques. Elle était plus jeune, donc elle était plus frêle, donc elle était plus apte à... Justement, quand j'avais joué contre elle, je pense qu'il y a un joueur qui avait rentré dedans, puis il me semble qu'elle avait fait une commotion, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, c'était rendu du gros hockey junior majeur quand même. Ouais. Ah, ouais. Donc, toi, dans le fond, junior... fast-forwardé pratiquement au junior majeur, dans le fond, très vite, t'as-tu réalisé que dans le fond t'étais un joueur potentiel de première ronde de tes juniors majeurs? Ben il y a eu ça a été super vite là, dans ma carrière. Là, j'étais joué mais j'ai 3 à Amos à 15 ans, donc je suis parti de ma famille. Puis moi, faire jouer au hockey, je jouais pour le fun. Je connaissais vraiment pas ça, vraiment tout ce qui était hockey junior, comment ça fonctionnait, puis bien honnêtement. Donc je suis allé me jouer Midget 3A, puis c'est vraiment rendu là à la fin de la saison, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec le hockey. Puis maman encore là, j'avais toujours la tête ailleurs, j'étais pas vraiment la tête au hockey. Puis c'est ça, j'ai été repêché là en première ronde à Shawinigan.
Donc, j'ai passé 4 ans avec les Cataractes, donc 4 belles années. Là, c'est en 96, là, on parle? De 96 à 2000, c'est en plein ça. Cool. Ouais, Fait que 96 à 98, là, c'est le repêchage. Tu as 18 ans, donc c'est ton année de repêchage. Est-ce que tu sens le buzz ou tu sens un peu c'est un petit peu pré-internet là au niveau de, tu sais, maintenant les joueurs on les connaît d'avance puis on sait là à ce moment-là, c'est quoi ton sentiment par rapport au repêchage qui s'en vient en 98? J'étais un peu naïf face à tout ça. Moi, je dirais que ma carrière dans ma tête ça a été pas mal trop vite. Je voyais pas ce qui se passait. Moi, j'étais un peu dans ma bulle, je jouais au hockey, je m'amusais, puis je comprenais pas vraiment la machine autour et le hype autour de tout ça. Tu sais, ils disent, bon, t'es rendu un athlète professionnel. Moi, j'étais un athlète. Comme, je m'en rendais même pas compte. Je pensais pas à ça il y a 15 minutes, mais là, vous semblez me dire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bizarre, hein. Certains m'ont dit, mais il me semble que t'as travaillé toute ta vie pour ça. Ben, moi, je m'amusais, je jouais au hockey, puis ça a bien tombé, là. Mais ça a été très, très, très rapide, là, de midget 3 à repêcher dans la Ligue nationale, tu tombes pro, puis ta carrière est finie. On dirait que j'ai claqué des doigts, puis c'est ça que ça a fait, là. C'est quoi, raconte-moi la journée du repêchage, comment ça s'est belle passé? journée. J'étais avec ma petite copine du temps, la petite copine de 18 ans. De l'époque. Comme dans l'ancien compte, c'était Ginou. T'as Ginou. Ouais, non, c'était quasiment ça. Hein. Avec mes parents, c'était une belle journée, là, on était à Buffalo. Okay. Donc, on s'attendait pas trop à ce qui allait se passer, honnêtement. J'étais classé 2e gardien de but. Dans le repêchage. Donc, on s'attendait à ce que le premier parte, que moi, je devrais partir pas loin. C'est exactement ce qui est arrivé. Dans ce temps-là, la première ronde a duré quasiment 2 heures. Donc, c'était qui le premier gardien? C'était Patrick Desrochers. Patrick Desrochers, que personne ne se souvient exactement. Donc, qui a joué pour l'équipe Canada un petit peu. Okay. Qui a joué un petit peu dans la Ligue nationale. Okay. Il a été repêché 14e au total par les Coyotes de Phoenix, si je me trompe pas. Okay. Donc 14e et tout de suite après? Ouais, moi je suis sorti 15e tout de suite après lui. Donc ils ont vraiment... Puis il y a des équipes les journalistes disaient « Ah, Ottawa voulait Desrochers. » Ça se peut, mais je sais pas. J'ai jamais su le fond de l'histoire. Ah, OK. Puis toi, finalement, tu t'es fait repêcher par les sénateurs d'Ottawa, 15e overall en 1998. Et là, quand tu te fais repêcher, c'est le rêve, là. Ouais, mais c'est ça. C'est l'extase, mais encore une fois, on est tellement jeunes, puis on réalise pas toutes les conséquences de qu'est-ce qui vient de se passer. Mais je me rappelle que ça a été très vite dans ma tête, puis qu'on voit pas trop ce qui se passe, puis on dit OK, va là, va prendre des photos, parle à ce journaliste-là. Donc tu profites pas vraiment du moment. Je m'en rappelle plus vraiment. Puis je me rappelle qu'on est parti après, puis on était allé à l'hôtel, puis ça a été pas mal ça. Ouais. Quand un joueur est repêché à 18 ans, l'équipe a 2 ans pour lui faire signer un contrat professionnel. Ouais. Sinon, il est rééligible au repêchage 2 ans après. Il est re-enter, là, il rentre dans le pool de joueurs éligibles au prochain repêchage. Donc là, les sénateurs ont 2 ans pour te faire un contrat. Ça s'est pas passé, je pense, comme vous l'auriez cru. Qu'est-ce qui s'est passé avec dur à dire. En fait, il y a eu un changement de direction chez les sénateurs. Moi, pendant que j'ai été avec Ottawa, j'ai eu la chance d'avoir 4 directeurs généraux. Ouais, en combien d'années, ça? En 4 ans. Wow. Ouais, c'est ça. Donc, en 5 ans. Ça brassait. Donc, vous voyez que ça bougeait pas mal. Moi, le gars qui m'a offert le contrat, ben, c'était pas lui qui m'avait repêché. Donc, en partant, ça va pas bien. Si lui, il te voulait pas, donc, mais pour faire une histoire courte, c'est que j'ai eu la seule offre qu'ils m'ont faite est venue 1 semaine avant la date limite pour signer les offres. Donc là, on parle de presque 2 ans exactement après t'avoir repêché. Oui, ou plusieurs joueurs là, de première ronde là, qui avaient été repêchés en même temps que moi. Là, donc les Patrick Desrochers, les Eric Chouinard qui avaient été repêchés en même temps que moi aussi, avaient signé là, des gros contrats pour 3 ans, puis il n'y avait pas eu de complications. Ça, c'était eux, ils avaient signé le contrat pas très longtemps après avoir été repêchés, j'imagine? Ouais, 1 an. La plupart, c'est 1 an, ou bien dans ce temps-là, là, ils faisaient ça, mettons, ils s'entendaient, ils disaient OK, à la fin de cette saison-là, on va signer que t'as pas là. C'est souvent ça qui se faisait pour pas que justement dans ce temps-là, le contrat pouvait glisser. Donc si c'était 2 ans avant, 1 an avant, ben,
tu fais perdre une année de ton contrat. Donc, OK. Dans la Ligue nationale, mais peu importe. La façon que ça avait été fait sur le bout d'un comptoir, puis on lui fait un offre, puis il est mieux d'accepter. Puis dans ce temps-là, aussi à Ottawa, il y avait eu la grosse guerre avec Alexis Yashin, qui avait voulu renégocier son contrat. Et puis, l'association des joueurs était en arrière de Yashin dans ce temps-là, veut pas. Donc, c'était les deux associations. Les sénateurs ont vraiment tenu leur coup là-dessus, là, puis ils ont gagné. Alexis, il a fallu qu'il retourne, puis il a pas fait l'argent qu'il pensait qu'il faisait, qu'il voulait, en fait. Donc, eux autres, ils étaient prêts à aller à la guerre avec n'importe qui. Donc, un jeune qui voulait signer, puis qui voulait montrer un point. Mais en fait, moi, pour pas signer, je voulais aller retourner au repêchage. Parce que finalement, j'ai pas signé le contrat, là. Pour faire l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'était le contrat qu'ils t'ont offert, c'était pas jugé suffisant de votre part. Ouais, ben, c'était comme je disais, ça a été fait sur un bout d'un comptoir. C'était un peu insultant de la façon que le contrat avait été dessiné. C'était qui ton agent? C'était Gilles Lupien. Gilles Lupien. Ouais, que t'as ouais, qui a eu beaucoup de gardiens de but à l'époque. Oui. Puis c'était quoi les discussions entre vous là, par rapport à tout ça? Comment vous gériez ça? C'était quoi votre... Ben, c'était... c'est sûr que l'association des joueurs voulait pas vraiment que j'accepte le contrat. Qui était à la baisse. Donc, si moi, 15e overall, j'acceptais de signer à la baisse... tu créais un précédent. Ben, j'ai créé un précédent. C'est justement, c'est même ça fonctionnait. Je trouve juste ça un petit peu pathétique, là, que ils mettent des jeunes de 18 ans dans cette situation-là. Fait que toi, dans le fond, t'as été pris entre l'arbre et l'écorce. L'association des joueurs t'a clairement fait sentir que tu ne devrais pas signer ce contrat. Par le biais de mon agent, c'était plus la façon, l'angle qu'on voulait aborder là, de ce côté-là, c'était vraiment de retourner au repêchage puis d'aller chercher un autre contrat ailleurs. Je comprends. Ouais. OK, fait que c'était vraiment... bon. Fait que là, toi, t'as 18 ans, tu te dis, OK, déjà t'es rendu à presque 20 ans. Presque 20 ans. Tu te dis, OK, fait que, avec ton agent, vous discutez de ça et vous dites, dans une semaine, je suis rééligible au repêchage. Oui, c'est en plein ça. Puis on avait eu des discussions, selon les dires de mon agent, là, avec d'autres équipes qui disaient qu'ils voulaient venir me chercher en fin de première ronde. OK. Donc, à partir de là, on était all set là, pour le repêchage. Fait que là, vous aviez des équipes en tête à l'époque? Oui, dans ce temps-là, c'était Détroit, Saint-Louis. On avait parlé beaucoup. Donc, c'était deux équipes qui avaient besoin de gardien de but, là. Donc, c'était parfait pour moi en 2000. Là, ça a été parfait. Est-ce que tu t'es représenté au repêchage? Non. Selon les conseils de mon agent, là, on m'a dit reste à la maison, puis on va s'en reparler. Puis dans ce temps-là, ça passait pas à TV. La première ronde, elle passait à TV, je pense. Okay. Puis moi, j'avais été repêché en première ronde. Donc, après ça, il se passait plus rien. Il fallait que tu checkes sur Internet. Puis en 2000, le repêchage sur Internet, c'était pas vraiment... bien fait. C'était pas uploadé à minuit. Il fallait que tu refresh à toutes les 10 secondes si tu voulais voir qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai suivi le repêchage sur Internet. Puis, à un moment donné, t'as refreshé puis t'as vu. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis fait repêcher encore par les sénateurs. En fait, comment ça fonctionne, moi, vu que j'étais 15e overall puis que j'ai pas accepté le contrat, eux autres, ils recevaient là, le 15e choix de la deuxième ronde. OK. C'est une conversion, c'est compensatoire. Donc, ça n'a pas changé, je pense, c'est encore la même règle. Ça se peut. Se peut. Je sais qu'ils ont changé beaucoup d'affaires depuis que j'étais plus là. Mais ça, je sais pas. Ensuite, puis c'est ça. Donc, ils ont utilisé ce choix-là pour venir me chercher. Donc, puis il y a eu beaucoup de gardiens de but là, qui ont sorti avant moi aussi. Là. Okay. Donc, on a eu des discussions avec des directeurs généraux à gauche et à droite après le repêchage, pourquoi qu'ils m'avaient pas repêché. Puis ils nous ont fait savoir que ils pouvaient juste pas. Donc, il y avait d'autres gardiens disponibles. Ils pouvaient juste pas, en fait, non. Il fallait qu'ils gardent ça mort puis qu'Ottawa vienne me rechercher. Donc Ottawa avait fait des pressions. Ouais, c'est ça. Qui avait fait comprendre aux autres équipes qu'elle allait vous reprendre. C'est en plein ça. Donc, c'est pas mal... on peut pas appeler ça une collusion, mais il y a eu une entente entre les équipes pour pas qu'il y ait de précédent, justement. Pour pas que les jeunes ils peuvent se dire, ben gars, moi je vais retourner au repêchage puis je vais ressortir ailleurs. Puis t'étais pas... Donc ils ont fait un bon exemple de moi, finalement. C'est ça. T'étais pas un joueur jugé assez exceptionnel par les autres équipes pour vouloir te voler, en guillemets. C'est en plein ça. Puis quand t'as refreshé puis t'as vu qu'Ottawa t'avait repris... Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là? L'histoire que tout le monde... Les gens me posent la question, j'étais vraiment déçu, tu sais, blablabla.
Mais la réalité, c'est que j'ai frappé dans le mur puis j'ai fait un trou. Mais non, j'étais vraiment pas content. Même, ils m'ont même pas appelé le soir même. C'était vraiment... Business as usual. Ouais, d'habitude, tu rappelles, je t'appelle, félicitations. Non, j'ai même pas reçu un appel le jour de même. Donc, À partir de ce moment-là, c'est quoi la procédure? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont encore tes droits pour un autre 2 ans? Oui, c'était en plein ça. Donc, c'était soit que... Dans ce temps-là, il y avait le problème canadien. Mm-hmm. Donc, soit que je retournais... Je pouvais faire une année 20 ans junior majeur. Mm-hmm. Après ça, je pouvais aller 1 an dans le programme canadien. En sortant du programme canadien, j'aurais été éligible pour free agent, là, agent libre. Donc, j'aurais été free de mon repêchage. Après 2 ans, j'aurais été free après le repêchage. Mais le programme canadien est mort dans ce temps-là. Donc, j'ai pas eu le choix, dans le fond. Ils m'ont fait un offre que j'ai pas eu le choix vraiment de signer. Les sénateurs, ça? Ouais, les sénateurs m'ont fait une offre, j'ai pas le choix de signer. Un offre à la baisse. Donc, ils ont même pas voulu me payer comme un 2e ronde. Et ça, c'est l'offre qu'ils t'ont faite. Ils te l'ont fait combien de temps après t'avoir repêché? Tout de suite, ça. Ça n'a pas été là. Moi, signe pas avec ça, parce que l'Anyways, il faut que tu t'es rendu à 20 ans, tu vas juste la première année pro. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ton agent, puis comment il a réagi quand il a vu que c'est encore Ottawa qui t'a repêché, puis... Je sais pas comment il a réagi, j'étais pas avec lui. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Quand vous êtes... Je pense que c'est ton cellulaire. Quand vous êtes... C'est pas mon cellulaire, ça. Non? Non. C'est dans les autres, c'est quoi? Comme une toune qui est partie sur iTunes, je sais pas pourquoi. C'est vraiment drôle. Chez l'autre, quand tu me disais non, je suis là, c'est sûr que c'est toi. J'aurais pas une sonnerie comme ça. Je sais pas pourquoi il y a une tonne de Paul McCartney qui est partie. À ton agent, je veux dire, lui, il y avait une stratégie derrière ça. C'est comme, non, regarde, on retourne au draft, tout ça. Ouais. Christy, tu te refais repogner par la même équipe. Lui, il est à court de moyens. Je veux dire, comment il... Ouais, c'est ça. On n'a plus vraiment d'options. Donc, c'est signé, puis... C'est quoi l'offre à l'époque, le contrat que t'as dû signer à la baisse? C'était un offre qui ressemblait à une offre de 3e, 4e ronde. Puis, à ce moment-là, rendu là, l'association des joueurs... Peut rien faire. Non, mais dans le sens que, tu sais, là, tu représentais plus un choix de 15e au total. Là, t'étais juste un autre joueur de 2e ronde. Fait que là, dans le fond, à ce moment-là, ça leur dérangeait pas que tu signes une offre à la baisse. De toute façon, j'avais plus le choix. T'avais plus de moyens. T'avais plus de ressources. Non, j'avais plus de ressources aucune. C'est ça, où tu restes chez vous puis tu fais hockey. Donc, t'as signé le contrat? J'ai signé le contrat. Avec du recul, là, je peux avouer que je suis rentré là de reculons, là, avec la mauvaise attitude. Ça, c'est sûr. Ce qui n'a pas fait que j'ai fait du mauvais hockey dans la première année. J'ai eu une très bonne première saison. Là. C'était dans la Ligue internationale dans ce temps-là. C'était-tu l'équivalent de la Ligue américaine ou c'était un peu moins fort? Très différent. Ou c'était comme c'était comme la East Coast, non? C'était ça? Non, c'était plus fort. Moi, je pense que c'était plus fort que la Ligue américaine. C'était plus fort, OK. Plus fort parce qu'il y avait plus de joueurs âgés, expérimentés. Des vétérans. Donc, c'était beaucoup des vétérans qui sortaient de la Ligue nationale ou qui avaient joué de la Ligue nationale puis qui voulaient avoir un rythme de vie ou une qualité de vie meilleure que dans la Ligue américaine. Pourquoi? Il y avait beaucoup d'argent. Nous autres, à Grand Rapids, on prenait l'avion puis on arrivait à Houston le soir avant. On jouait le lendemain. On repartait le surlendemain. C'était pas le même rythme de voyage. On allait jouer à Chicago, à Houston, à Orlando. Ouais. C'était des belles villes. Tandis que dans la Ligue américaine, mais c'était le boss, puis t'allais jouer à Wheeling, puis à les petites villes, puis c'était du hockey qui ça frappait beaucoup, puis ça se battait, puis ça s'arrachait à la face parce que tout le monde voulait faire la Ligue nationale. Ouais. Tandis que dans la Ligue internationale, ça gardait la rondelle, il se passait pas grand-chose. Les gars, c'était tous des gars de qualité, donc c'était là que le hockey était complètement différent. Donc, eux, dans le fond, c'est voulu que t'envoies là, au lieu dans la Ligue américaine? C'est le club-école, Ottawa était associé avec eux autres. OK, c'est ça. Ouais, donc il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Okay. Moi, j'étais prévu, j'étais le prochain gardien de but dans la ligne là, pour monter dans la Ligue nationale. Okay. Là. Moi, j'ai commencé dans la Ligue internationale avec Mike Fountain. OK. C'est un gardien de but? Oui, Mike Fountain qui avait gaulé dans la Ligue nationale déjà, pour la Caroline, entre autres, je me trompe pas. Peut-être même Vancouver. En tout cas, il avait roulé sa bosse, puis il essayait de remonter. Puis à Ottawa, dans ce temps-là, c'était Ron Tugnut et Damien Rhodes. Je me souviens très bien. J'avais ces cartes-là de hockey. Ouais. Il y en a un des deux que j'ai joué pour les Canadiens, d'ailleurs. Ron Tugnut, je pense, ouais.
Puis toi, à l'époque, dans le fond, là, c'est quoi ton plan de match? Dans le fond, toi, c'est d'être le prochain. Moi, mon plan de match, c'est de faire ce que je veux la première saison. J'étais pas habitué à gauler pas beaucoup de matchs. Là. Ça faisait 3 ans que je gaulais 55 games. Ouais, c'est ça. Donc, mais la première année a très bien été. En arrière de Mike Fountain. C'est même moi qui ai pris les séries à la fin. OK. Notre coach, c'était Bruce Cassidy. Pas Bruce Cassidy. Ça sonne comme un film. Cassidy qui est à Boston, là. Qui est coach en ce moment? Oui. Qui a remplacé Claude Julien, c'est ça? C'est en plein ça. Okay. Donc, ce Cassidy-là. C'est ça, c'est Bruce Cassidy. C'est Bruce Cassidy. Son nom, OK. Ouais, c'est ça, ça sonne comme Bush Cassidy, une descendant c'est Bruce Cassidy. Donc, c'était sa première année pro dans la Ligue internationale qui était le coach. Donc, t'es rendu là. Je pensais à ça juste il y a une seconde. Je vais te demander par rapport au repêchage de toute la situation avec le contrat. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler à toi quand tu avais 18 ans, au premier repêchage, qu'est-ce que tu dirais? Ah, définitivement que je signerais. Tu signerais? Ah, oui. Si c'était à refaire, tu signerais au premier Ah, round? oui, bien sûr. Moi, je pense que ça a changé bien des affaires. Dans ta carrière? Oui, c'est sûr. À quel niveau? Premièrement, j'aurais rentré tout de suite de la bonne façon. J'avais un pied dans la porte. Je pense que tout ça a comme mal paru des deux côtés. Donc, moi, j'étais pas content d'eux autres, puis eux autres n'étaient pas contents de moi. Donc, puis la façon comment je suis rentré par après, c'est tout est une affaire d'attitude. Hein? Mm-hmm. Puis, je le voyais vraiment mal de retourner là. Donc, ça a mal été en partant. Ça, c'est sûr, certain. Puis, tu ferais fi, si t'as avancé, tu ferais fi de l'association des joueurs puis de leur pression, tu dirais, regarde, moi. C'est pas que. Ouais. C'est facile à dire après, j'imagine, mais dans le temps, quand t'as du temps, t'as de la pression de pas accepter. J'écouterais plus mon côté, puis ma famille, que tout le reste. Les gens dans ta famille te disaient de signer? Ouais. Ton père, tu disais, regarde, laisse pas passer la chance. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, non, regarde, c'est la vie. You hein? live, you learn. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est des situations qui arrivent, puis il y a bien des gens qui disent comment tu fais pour dire non à un montant d'argent de même, mais... C'était des montants importants quand même. C'était des montants, c'était pas loin d'1 million, là, tu sais, je veux dire. Avec les 3 années puis les bonus, là. Oh, ouais, c'est ça. Ben, je parle de bonus, là. Ouais, juste les bonus. Juste les bonus, c'était pas loin du million dans ce temps-là. C'est ça. C'était avant. On appelle ça le cap, là. C'était 950 000, le cap. Mais eux, à l'époque, c'est ça qu'ils t'offraient? Non, ils m'offraient moins que ça. Donc, c'est ça qu'ils t'offraient pas? Ouais, c'est ça. Il y a eu plein de choses. Ils m'offraient moins, puis sur les 3 ans, ils m'offraient moins aussi. Puis, mais moi, je pense que la seule chose, tu sais, il fallait que je vois... J'aurais pas dû que je vois ça de même, puis, mais que je dise, regarde, je vais me mettre un pied dans la porte, puis... Je ferai de l'argent au deuxième contrat, je fais de l'argent, c'est ça, là, tu sais. Donc, c'est ça. C'est sûr que quand c'est des montants sur la table qui sont pas mal plus importants que le salaire de tes parents, c'est sûr. Il y a 18 ans, tu sais... Ça va tellement vite, t'es tellement naïf. On n'a pas tous la même maturité non plus. Est-ce que des fois tu repenses à si tes enfants étaient repêchés dans la Ligue nationale, que là tu serais dans le rôle du père, comment tu gérerais ça différemment? Non, pas encore. Mon gars est trop jeune. Je pense juste, je penserais pas qu'il va passer par la même place que moi, côté hockey. Mm-hmm. S'il veut jouer. Mm-hmm. Je pense que je vais surtout l'encourager à aller côté études. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en partant, je ne sais pas si ça va faire la même chose. Peut-être. Ma conjointe est une ancienne joueuse de hockey. Ah oui? Mon gars est un mordu de hockey. Donc, est-ce que ta conjointe, on la connaît? Elle a-tu joué? Non, elle a joué collégial. OK. Donc, c'est ça. Puis, il y a des gènes, là, en ce moment. Oui, puis mon gars, il va jouer, là, il va avoir 4 ans cet été, puis il va être inscrit l'année prochaine. Là. Mag 1. Ouais. Donc, gardien de but ou pas? Il a pas l'air, il aime ça. Mais il a l'air à vouloir faire plus des buts. Donc, on va le laisser aller ce côté-là, je pense. C'est moins stressant pour le papa. Coûte moins cher, équipement de gauche. Ouais, ça, regarde, rendu là, tout coûte cher, je pense. Ça, c'est pas grave. Donc, après la AHL, tu as les yeux sur la Ligue nationale. C'est quoi la suite des choses? Oui, donc 3 ans dans le système avec Ottawa, 2 ans à Grand Rapids. La 3e année, ça a déménagé à Binghamton, dans l'État de New York. Donc, on était les sénateurs de Binghamton. Oui, c'est encore le cas d'ailleurs. Qui viennent de redéménager. Ah, ils sont plus à Binghamton? L'année prochaine, ils seront plus là. Ah, fait qu'ils ont été là un bon bout à oui, depuis 2002-2003, si je me trompe pas. Okay. Donc, c'est ça. Puis j'ai eu, à partir de là, les 2 dernières années, ma dernière année,
j'ai commencé à faire des tours dans East Coast aussi. Donc, des fois, il y avait d'autres gardiens qui arrivaient, puis les coachs n'étaient pas satisfaits. Donc, ils m'envoyaient dans East Coast. Puis c'est là que j'ai commencé là, à être dans mes bagages pendant les 3 dernières années de ma vie. Là, est-ce qu'il y a un moment précis dans tout ce cheminement-là, Ligue internationale, Ligue américaine, East Coast, où tu dis, y a-t-il une fracture à un moment donné où tu dis, y a-t-il une fracture à un moment donné où tu fais, ouais, là, la Ligue nationale, pas ta voix plus, ou y a-t-il une fatigue psychologique, c'est quoi ton mindset, c'est rendu là? Ben, je te dirais, juste avant d'avoir été rappelé dans la Ligue nationale par les Kings, j'étais dans East Coast. Donc, j'étais supposé jouer dans la Ligue américaine, puis le coach, c'était Bruce Boudreau. On s'aimait pas bien. Puis il savait que je l'aimais pas, puis moi, je l'aimais pas. Il m'aimait pas non plus. Donc, il m'avait envoyé dans East Coast. J'ai même pas eu le temps de jouer une game. Les goalers se sont blessés, bing bang, puis ils m'ont appelé. Puis là, je m'en rappelle, j'étais dans un appartement à Reading, en Pennsylvanie, dans la chambre d'un gars qui était plus là, un Russe. Puis là, je savais pas j'étais où, puis j'avais faim, puis c'était tout crotté, puis je me disais, je peux-tu vivre là-dedans longtemps, à pas savoir ce qui se passe, Puis, anecdote, j'ai laissé du stock là, parce que moi, je suis parti sur la route avec cette équipe-là. Oups, ils m'ont appelé, les Kings m'ont appelé. Donc, je me suis ramassé à la nationale, puis j'avais à partir de la route, donc il a fallu que je prenne un avion. Tu t'es fait rappeler dans la nationale de la Ligue East Coast. De la East Coast, oui. Dans le terme en anglais, ils disent « from the coast to the most ». Mais là, j'ai rarement entendu ça. Là. Ouais, ben en fait, comment ça fonctionne? Parce qu'il il y avait 2 gardiens de but qui étaient dans le système dans la Ligue américaine, puis il y en avait juste un qui avait un contrat avec les Kings. Okay. Puis lui, il s'est blessé. Okay. Donc le prochain dans la ligne, c'était moi. Parce que toi, t'avais un contrat avec les Kings. J'avais un contrat avec les Kings, c'est ça, tout, oui. Fait que là, il te rappelle. Fait que là, il me rappelle, mais je suis sur la route. Donc, moi, tout mon stock qui est à l'appartement à Reading, je le vois plus. Parti dans la Ligue nationale. Là, ils m'ont retourné dans la Ligue américaine. Quand je suis revenu dans l'East Coast, à Reading, mon stock était plus là. Donc, tu vois, c'était plus rendu une vie où pour moi, c'était acceptable. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as gaulé ta game dans la Ligue nationale, c'était comme, bon, regarde, il y a comme un certain... Ouais. Ça a été coché, tu sais, bon, regarde, je l'ai gaulé, ma game, j'y ai goûté. Là. Un autre bon point. Oui, je pense que oui, sans le savoir. Dans ce temps-là, je savais pas. Inconsciemment. Ouais. Puis je me rappelle, tu sais, il y a beaucoup de moments dans ma vie que je me rappelle pas. Parce que le cerveau décide de pas s'en souvenir, tu sais. Ou sinon, on virait fou, là. Mais, ce moment-là, dans la chambre d'hôtel, je me rappelle, j'avais fait flyer mes parents, moi. J'étais à Los Angeles, puis on jouait à Anaheim, Los Angeles, back-à-back. C'était à Anaheim ou à Anaheim, que j'ai joué, dans le port d'Anaheim. Donc, j'avais appelé mes parents, je disais, hey, venez-vous-en, prenez l'avion, là. C'est à soir. Chaque se passe de quoi, tu sais. Donc, puis après la game, j'ai rembarqué, moi, là, en 3e période, j'ai remplacé Cristobal Huet. Qui était à Los Angeles, qui était mon partner là-bas. Qui était le gardien partant à ce moment-là. Oui, donc j'ai remplacé. Puis après la game... en fait, c'est que la game à ce moment-là, je pense que vous perdiez. On perdait 6-3. Donc il restait 10 minutes. Ils ont enlevé Cristobal. Je suis embarqué pour ce temps-là. Là. Donc ça a été vraiment là, bref. Est-ce que tu penses que le coach t'a enlevé Cristobal et l'a enlevé anyway, ou il s'est dit, garde, je vais lui donner son temps de glace en national? Est-ce que tu je pense que c'est ça qu'il a fait. Il a été smart. Ouais, moi je pense qu'il a été cool. Okay. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est weird, hein. J'ai embarqué ce temps-là. Après ça, j'étais allé dans la chambre, puis nous autres, on venait de se faire battre 6-3, là. Ouais. Donc c'était pas le party, hein. Non. Puis les gars, ils passaient à côté de moi, puis ils me disaient, hey, congrats, Chewy. Les gars m'appelaient Chewy, là. Congrats, Chewy. Puis là, je me demandais pourquoi, tu sais. Puis là, il dit, man, you just played in the NHL, tu as joué dans la Ligue nationale. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'était différent. On peut pas t'enlever ça. Non, puis je me rappelle, j'étais avec mes parents à l'hôtel après, puis on s'était pris une petite bière en bas à l'hôtel, puis on avait dit, bon, ben, c'est fait. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, tu touches à un bon point, là, c'était pas mal bon. Ben, OK, maintenant, je peux peut-être... Passer à autre chose. Passer à autre chose, ouais. T'as comme fait l'appel. Sans le savoir. Ouais.
Pourquoi ton surnom c'était Chewy? Chouinard, Mathieu Chouinard, Chouin, mon surnom français Chouin beaucoup. Puis c'est ça a commencé de Chewy. Donc à Los Angeles, j'avais même fait peinturer mon masque à thème Star Wars. Ah ouais. Puis j'avais Chewbacca là, sur mon casque, donc Chewy c'était c'était mon surnom. J'avais les cheveux longs aussi, je sais pas si t'as vu des photos de moi, j'avais les cheveux pas mal longs. Puis, pas bleaché quelque chose? Ouais, j'étais pas propre dans ce temps-là. En plus, ils t'ont mis, il restait 10 minutes, mais vu qu'il perdait dans le game, je pense qu'il arrêtait pas de te... Il m'enlevait au banc. Ouais, donc moi je dis à tout le monde que c'est parce que j'étais le goaler le plus rapide. Ah, c'est ça. Donc il fallait que j'aille au banc, c'est ça. En fait, l'autre équipe prenait des punitions. Okay. Donc ils se disaient bon, on a peut-être une shot, donc on va enlever le goaler pour faire 6-4, 6-5. Donc c'est ça, je suis embarqué, il restait 10 minutes, j'ai joué 2 minutes et 43 si je me trompe pas, total. T'as couru au banc une couple de fois. Ouais. Moi, c'est ça, je dis aux gens. J'ai reçu 2 lancers. Ouais. 2 lancers, 2 arrêts, une moyenne de 1000. 100% d'efficacité. Ouais, dans la Ligue nationale, donc. Apparemment que tu t'en souviens tellement bien, tu sais, de ce moment-là, que tu te souviens même c'est qui a pris les lancers sur toi. Oui. Le face-off a été gagné, je me trompe pas, par Fedorov. Sergei Fedorov qui roulait. Qui était à Anaheim à ce moment-là. Oui. Donc, un lancer de la pointe de Skudra, qui était un choix de première ronde au Colorado dans le temps. C'est-tu Martin Skula? Martin Skula. Martin Skula. Choix de première ronde au Colorado qui avait été changé à Anaheim. Et le rebound, tout de suite après, de Fedorov. Donc ça a été mes 2 lancers là, officiels. J'avais joué des games hors concours. Mon premier lancer avait été Pavel Bure. Pavel Bure, ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, j'avais arrêté 3 de ses échappées. Tu sais, quand tu te rappelles des affaires là, tu fais « Wow! » Tu sais, c'est cool! T'as hâte que ton fils soit plus vieux pour que tu les dises. Ouais, mais je pense pas qu'il va se faire ses équipes Pavel Bure. YouTube est là pour ça. Ouais, peut-être. Fait que t'avais joué des games... pour qui ça que tu jouais quand t'avais arrêté pour les sénateurs, okay. J'avais fait beaucoup de games hors concours là, beaucoup. Surtout mes 2 premières années au cadrement. Donc t'as eu des breakaways de Pavel Bure. Ouais, ben lui il partait il patinait trop vite, fait qu'il y avait 4 breakaways par game. Histoire vraie, dans un match hors concours dans le camp d'entraînement à Halifax, on joue contre la Floride, 8 jours pour la Floride à la fin. Puis Wade Redden est sur la glace, puis Wade Redden, très bon joueur dans ce temps-là, c'était un des meilleurs dans la Ligue nationale. Ouais. Puis il était jeune, puis c'était un très bon gars, un chic type. Puis j'étais dans le filet, puis Bourré s'en vient, il passe entre les 2 défenseurs, il me dit s'en vient, il prend un lancer, je l'arrête, je capote un peu dans ma tête. Puis à l'arrêt de jeu, je parle à Redden, je dis tu sais, en joke, ça te tentait pas de l'arrêter un peu, là, tu sais, il dit oublie ça. Il dit lui quand il part, je peux rien faire. C'est pas mon choix, là. Non, c'est ça. Il disait je suis sérieux, là, quand il part, là, j'ai rien à faire, là. Donc trop vite. Ouais, c'était vraiment drôle. Est-ce que tu as gardé un souvenir de cette game-là dans la Ligue nationale? Je sais que souvent l'organisation te donne des trucs. Là. Non. Pas une puck ou des affaires. J'ai gardé mon bâton. OK, mais oui. Ouais, le bâton de la game. Je l'ai pris, je l'ai donné à mon père. Ah, c'est hot, ça. Ouais, c'est la seule chose que j'ai gardée. Comment il a réagi? Ben, je suis sûr qu'il était fier, hein. Mais encore une fois, je me rappelle pas vraiment de ce moment-là précis. Mm-hmm. Mais je peux juste imaginer en tant que papa maintenant, moi, imaginer mon fils qui joue dans la Ligue nationale, j'en parle, les yeux me donnent plein d'eau. Fait que j'imagine que... Après tous les voyages d'aréna. Ouais, j'imagine que ça avait peut-être une grande fierté. Ouais, c'est cool. On a comme skip over, en fait, parce qu'il y a eu quand même une couple d'années entre... on a parlé du premier match dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, mais il y a eu... T'as bouncé un peu autour dans ces années-là, dans les ligues mineures. Je pense qu'il y a eu une couple d'années entre ces moments-là. T'as parlé de Bruce Boudreau aussi, qui est comme devenu un coach de la Ligue nationale, là, qui en est à... qui est un des plus connus à la Ligue nationale. Il a coaché Washington, Anaheim, il était à Minnesota au moment où on se parle. Qu'est-ce qui marchait pas avec Bruce Boudreau? C'est quoi ton souvenir de Bruce Boudreau, tu sais, qui t'a coaché ou pas, là, visiblement, mais qui est maintenant dans la Ligue nationale? C'était quoi son style? C'était quoi ton souvenir de lui? Ben, pour moi, Bruce Boudreau, c'est un homme qui manquait beaucoup de tact, beaucoup de classe. Beaucoup de respect aussi. Il manquait de respect envers soit les femmes, soit les Québécois. Disons que c'était tough à vivre, ça.
Comment tu l'as senti, ça? Comme les femmes, les Québécois, y avait-il arrivé des incidents? Ou... Ouais, ben des fois, tu sais, il arrive, on est ensemble avec les femmes et les joueurs, les entraîneurs, on a des soirées, puis des fois, il y allait de commentaires déplacés, des affaires que tu dis pas. Tu sais, t'es pas dans une chambre de hockey. Là, je me rappelle, pendant une game, c'était François Saint-Laurent, l'arbitre, à la Ligue américaine, qui est rendu dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, nous, on avait 3 Québécois. Il y avait Joey Roulier qui a joué à Rimouski, c'est un gars de Montréal. Joe Roulier. On avait Yannick Lehoux. Oui, qui a joué à Bécomo. Oui, Bécomo, qui a joué aussi dans la Ligue nationale à Phoenix. Oui. Puis il y avait moi. Donc, moi, de toute façon, cette game-là, j'étais sur le banc, puis ça allait pas bien avec Boudreau, donc je savais que j'allais pas avoir plus de temps de glace que ça. Puis à un moment donné, il se passe quelque chose sur la glace, puis Bruce, il monte sur le banc, puis il traite Saint-Laurent de frog, tu sais, the fucking frog. Donc, les 2 joueurs se retournent, puis ils me regardent, disent, on fait quoi avec ça, Schwinn, tu sais? Parce que c'était moi qui allais parler, c'était sûr, c'était allait pas être eux autres. Ah, c'est ça. Les 2 autres Québécois, ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'en ai parlé, là, au directeur général, puis le directeur général était pas lié à Bruce Boudreau. Bruce Boudreau avait été engagé par les Kings. Okay. Et les Kings n'avaient pas engagé mon directeur général, donc il était pas vraiment lié. Donc, je pouvais y parler sans qu'il y ait des répercussions là, négatives. Et il s'était excusé, il a dit « Excuse-nous », en voulant dire, je le sais il me l'avait déjà dit, je sais qu'il manque de classe, mais on est pogné avec, donc on n'a pas le choix. Mais t'as pas eu de discussion avec Bruce Boudreau? Oh non, regarde, si c'était ça... ça aurait mal fini. Ça aurait mal fini, c'est sûr. Donc j'ai passé le message par le GM, ou sinon... Penses-tu que ça s'est rendu? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais encore là, non, j'ai rien senti. Puis, il rentre dans la chambre puis il te regarde, non? Non. De toute façon, on s'aimait pas déjà à l'avance. Donc, il aurait pas pu faire pire que ça. Et pourquoi vous aimiez pas comme joueur aussi? T'aimais pas comme joueur? Ou... Ben, ouais, disons que lui, il s'était fié à... Il avait écouté d'autres gens dans le système Ottawa au lieu de voir comment... Ma première fois que j'arrive là, il a commencé à me crier après. Je n'étais même pas encore en équipement. Il dit j'ai parlé avec quelqu'un pis toi blablabla. Donc je pense pas que c'est une bonne façon d'entamer une relation. Ouais, c'est ça. Moi j'aime mieux là, quand oui, des fois il y a des joueurs qui arrivent dans des équipes, dans mes camps d'entraînement qui ont une réputation, mais j'aime mieux me forger mon idée moi-même. Quand même. Parce que c'est arrivé souvent moi qu'il y a des joueurs qui avaient des réputations mauvaises ailleurs puis qui arrivent chez nous puis que j'essaye de travailler puis que ça fonctionne, puis que le jeune change d'attitude. J'ai juste besoin d'une deuxième chance. Ben, des fois, c'est juste ça, hein. Ouais. Une petite tape dans le dos au lieu de crier après, ça change bien les affaires. Une approche différente. Ouais. C'est fou, pareil aussi, que dans la game que tu as eu dans la Ligue nationale, tu sais, le jeu avec les Kings, tu avais quand même dans ton équipe des Luc Robitaille. Ouais. Zygmunt Palffy. Il était là, ouais. Et aussi, le plus controversé, Sean Avery. Oui. Sean Avery, c'est un gars qui a fait couler beaucoup d'encre pour différentes raisons. Ouais. Puis qui était pas souvent, qui était connu pour pas être souvent nécessairement apprécié de ses propres coéquipiers. Ouais. C'était quoi être dans la même chambre que Sean Avery? C'est drôle. Sean Avery, quand j'étais à Los Angeles, c'était un bon ami à moi. C'est drôle, hein? Sean Avery, quand t'es tout seul avec Sean Avery, c'est merveilleux. C'est un bon kid, c'est un bon gars. Mm-hmm. On avait du plaisir ensemble. Mm-hmm. Dès qu'il y a d'autres gens, dès qu'il y a une crowd, comme qu'on dit, il change complètement. C'est le personnage qui embarque. Oups. Donc, il y a deux Sean Avery, là, vraiment. Mais comme je te dis, là, quand le temps que j'ai été là, ça a été environ 3 semaines, là, j'ai été souvent avec Sean. Il était sur le bord de la plage, j'étais sur le bord de la plage, donc j'allais le rejoindre, puis on allait manger ensemble. Puis, mais à part ça, dès qu'on rentrait dans la chambre, Sean, c'était Sean. Est-ce que tu sentais que ces genres de gars qui divisent les chambres ou que les joueurs sont irrités ou non? C'était quoi ton... Je te dirais que il y avait un gros leadership à Los Angeles. OK. Le capitaine, c'était Holmstrom, si je me trompe pas. Je sais pas, le gros Suédois, là. Il me semble que c'est ça. Pas le gars qui jouait à Détroit? Il a joué je pense qu'il a joué pas mal à Los Angeles. En tout cas, c'était lui le capitaine. Il y avait Yann Laperrière, il y avait Bélanger. Éric Bélanger, il y avait
tu disais tantôt Luc Robitaille, Paul Fee, il y avait des gars là, que veut pas. Là, Rob Blake était-tu là? Ah, pas dans ces oui, pas Rob Blake, non, il y avait Aaron Miller, qui arrivait du Colorado. Fait que, c'était tous des gars qui avaient du leadership et de l'expérience. Donc, Sean pouvait pas vraiment parler autant que puis je pense qu'il avait appris aussi de Détroit avant, là. Qu'il fallait qu'il se calme un peu, là. Oui, les fameuses anecdotes où... lui, s'est sorti de Détroit parce qu'il a trop parlé. Trop jasé. Mais j'avais entendu une anecdote que sur le banc, il allait... je me souviens plus les détails, mais c'est une anecdote connue qui se retrouve facilement sur Internet, mais il allait crier après il allait trash-talker un gars du banc, tu sais... une légende, genre Brett Hull, puis un gars à côté de lui qui a dit excuse, t'as pas le droit d'y parler. T'es pas à un point dans ta carrière où t'as le droit de t'intéresser à Joe Sakic. Je me souviens plus c'était qui, mais tu commenceras pas à crier après Joe Sakic, là, tu sais. Sean, il y avait pas vraiment de limite. C'est ça. Non. Ben, visiblement, on a vu ça. Quand il était à Dallas, je veux dire, Mike Modano soupirait dans les conférences de presse après les games en disant je sais pas pourquoi ce gars-là est dans notre équipe, tu sais. Parce qu'il l'a aussi sorti de Dallas. Mais je pense que c'est le seul gars avec qui Martin Brodeur n'a pas serré la main après une série de... Mais Sean est un très bon joueur de hockey. Ben, pour te rendre à la nationale, puis il y avait des chiffres aussi. Il était tough. Il y avait des bons chiffres aussi. Il était capable de scorer, puis il était tough, puis il était quand même le meilleur joueur de hockey que je pense que les gens se souviennent. Oh oui, puis tu sais, Avery, là, il allait à la guerre, là. Tu sais, les gens parlent beaucoup de Chris Neal à Ottawa. Que oui, lui, c'est un guerrier. Mais Sean Avery, s'il avait été plus intelligent, il aurait fait exactement ce que Chris Neal, moins tough. Mais il se battait quand même contre les gars, là. Et c'est pas lui qui voulait pas dropper les gants, Sean Avery, quand les gars voulaient se battre, il droppait pas les gants, puis là, il était comme là, t'es chien, tu sais. Ouais. C'est une technique pour que les autres prennent des punitions, là. Ouais, c'est ça. Mais je dirais que j'ai fait des entraînements avec lui, j'ai joué avec lui à Los Angeles, puis il allait, là. Il avait pas peur de ça. Non. Puis, non, pour sa grosseur, là, parce qu'il était pas très gros, là. Puis il y avait des skills, là, c'est sûr, certains. Il a joué à du temps, ça, je me trompe pas. Ah, ça se peut. 20 ans. Ça se peut. Il a commencé quand même assez jeune. Il a commencé très jeune, donc c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Faut que tu aies des skills, là. C'est qui le joueur? Tu as quand même joué à Ottawa avec les Yashin et compagnie. Le joueur que tu te dis, je peux pas croire que je suis dans la même chambre que lui. Alfredson, c'était quelque chose. Yashin, pour moi, c'était un monument, là. Un talent. J'ai joué, il y avait Chara qui était là, mais dans ce temps-là, Chara n'était pas encore la bête qu'il était quand il est devenu à Boston. Ouais. Non, d'ailleurs, ils ont choisi Wade Redden. Ben, tu sais, Luc Robitaille à Los Angeles, c'était fou. Le Québécois avec les Québécois. Tu sais, les Québécois à Los Angeles, on parlait de Bélanger, de Laperrière, c'était tellement le fun. Je me rappelle, tu sais, c'était eux autres les leaders. C'était eux autres qui leadaient dans la chambre. Donc, il y avait le salon des joueurs. Puis à Los Angeles, ben vu que on était dans l'Ouest, ben, on était capable de voir les games de l'Est avant. Okay. Puis les vétérans, c'était des Québécois, puis ils voulaient tout le temps regarder les Canadiens. Donc, on se mettait dans le salon des joueurs, puis on écoutait les Canadiens. Je me rappelle que le Canadien scorait, puis les gars, ils chantaient « Altala, les Canadiens, les Canadiens ». Puis là, les coachs passaient, puis là, ils étaient crampés, puis là, les joueurs passaient, puis ils chantaient ça en français, puis c'était drôle que les joueurs qui étaient à Los Angeles prenaient pour les Canadiens. C'est dans le sang. Ouais. C'est drôle qu'en plus, vous aviez votre gang pour parler français, tout ça. Ouais. En plus, il a l'air... Luc Robitaille, que je le connais certainement pas, mais il a l'air du ultimate bon Jack. Il a l'air d'un gars tellement relax, puis comme tout le temps en train de rire, tout le temps en train de... Ouais, c'est même dans la chambre, je me rappelle, il était assis à côté de la Perrière, justement, puis il jasait tout le temps. Puis tout le temps une joke à gauche, une joke à droite, puis tapait son bâton tout croche, puis c'était tordant. Mais tu sais, il savait c'était quoi ses qualités au hockey. Il se mettait dans cette situation-là, il faisait des buts. Les vues, tu sais, Luc, pour ceux qui l'ont pas vu, il patinait pas beaucoup, là. Il est connu pour avoir un coup de patin médiocre. Très, tu sais, puis tu sais, Luc, il shootait. Ouais. Puis c'était pas qu'il shootait fort. C'est qu'il shootait de partout, de toutes les façons. Puis je l'ai vu demander dans une game partir en 1 contre 1 à partir de la ligne rouge. Puis il est arrivé, il a vu qu'il était en 1 contre 1 à la ligne rouge. Il a donc pas Rodel dans le coin, il s'est envenu au banc. Tous les joueurs au banc, tout le monde était crampé. Il savait que Luc
C'est pas un contrat expository. Il allait pas partir pour contourner puis shifter le joueur, là, c'était sûr. C'est l'inverse de Pavel Bourré, en fait. Oh, oui, non. Lui, il se mettait dans une situation qu'il pouvait lancer. Puis il mettait pas loin de lui, puis il shootait à pas, c'était sûr et certain. C'est quand même, je pense, l'allié gauche qui a le plus de points de l'histoire. Là. Oui, la meilleure alliée de l'histoire. Il devait faire quelque chose comme faux, là, quand même. Évidemment. One-timer. Ouais, c'est ça. Et à la blague, sérieusement, à la blague, il disait souvent, à la Perrière, il disait souvent, tu devrais t'ouvrir une école de one-timer. Juste une école de hockey de one-timer, c'est juste ça que les jeunes vont apprendre. C'est le même qui scorait. Il dit, Kim, t'as fait une carrière de ça, toi. Sur réception. Une fois que t'as gaulé ta game à LA, comme tu le dis, peut-être inconsciemment un dossier qui se referme. Là, qu'est-ce qui se passe? Bang, tout de suite après la saison en 2003-2004 à Los Angeles, il y a eu le lockout. Mm-hmm. Donc, veux pas, ça a fait mal. Tous les gars qui étaient en anglais, qui étaient à bubble, là. Ouais, qui étaient sur la navette entre les deux. C'est ça, ça nous a fait mal. Veux pas. Donc, l'année d'après, au lieu de jouer dans la Ligue américaine, j'ai eu un encadrement dans la Ligue américaine que François Allaire m'a eu à Cincinnati. Avec Brice Galov qui était là, cette année-là, il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui étaient dans la Ligue américaine, les jeunes. Là. C'est dans ce sens-là que ça faisait mal, dans le sens que tous les joueurs qui avaient un contrat two-way redescendaient à la Ligue américaine, donc ça coupait beaucoup de jobs. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, je me suis ramassé, moi, dans East Coast, à San Diego. J'étais pas mal, honnêtement. Là. Ah, c'est ça. J'ai adoré jouer à San Diego. Là, veux pas, là. T'es loin de Reading. Ouais. Non, c'était le fun. C'est la plus belle ville que j'ai joué, là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai joué un an là. L'année là, j'étais rendu agent libre, là. Donc, j'étais plus associé avec personne. L'année d'après, j'étais allé jouer, là, à Phoenix. Pour la nouvelle équipe, les Roadrunners de Phoenix. Donc, encore une fois, j'étais en Arizona. J'étais pas mal. J'allais souvent voir les Coyotes. On avait souvent des billets pour les Coyotes. On allait... disons qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les estrades. Donc, j'avais pas peur de donner étiquette ben. Et puis, c'est ça. Puis, la dernière année à Phoenix, j'avais une blonde là-bas. Puis, j'étais bien. Puis, tout allait... Tu sais, c'était le fun. Puis, après les fêtes, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit... si tu retournes pas dans la Ligue américaine, on va sûrement t'échanger, là, tu sais. Fait que je commençais à être moins content de la situation. Ouais. Puis justement, ils m'ont échangé en Californie, à Bakersfield. Sauf que j'étais comme... Là, c'était la goutte, là, tu sais. Moi, j'étais plus capable de déménager, de fermer mon appartement, là, de retourner dans un autre appartement, de retourner dans mes bagages. Donc, à partir de là, j'ai dit, bon, ben, c'est fini pour moi. Donc, je suis rentré au Bercail 2 mois après. On parle de 2006? 2000, ouais, c'est en plein ça, ouais. Et là, tu décides que ta carrière... Ouais, j'avais été approché, c'était bizarre, j'avais été approché un mois avant par la Ligue nord-américaine de hockey. Pour aller dans cette ligue-là. Donc, ça a donné que quand je suis revenu, je dis, bon, OK, on va l'essayer. Il restait, je pense, 12 games à la saison. Mm-hmm. Donc, expérience que j'ai détestée au plus haut point. Ah oui? Oui. De toute façon, moi, je n'étais plus rendu à ce que je voulais jouer au hockey. Donc, ça, en partant, ça a mal commencé. Puis, disons que tout tu sais, moi, le cirque entourant tout, je sais qu'il y a beaucoup de bons joueurs de hockey qui vont jouer là. Mais tous les batailles qu'il y avait dans ce temps-là, puis, à un moment donné, sans le vouloir, j'ai parti une fois générale, puis tout le monde s'est à la glace, puis, j'ai vu trop d'affaires dans cette ligue-là. J'ai dit, OK, c'est fini. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que t'as vu que tu t'es dit, ben là, ça n'a pas de sens. Je m'en vais d'ici. Ah, j'ai vu de la drogue. J'ai vu de la drogue avant, pendant, après. J'ai vu des batailles. J'ai vu des niaiseries là, que tu dis, bon, j'ai-tu vraiment besoin de ça? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 26 ans. Déjà, puis à cet âge-là, t'as fait bon, regarde là. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer notre vie, notre vraie vie. Ouais, c'est ça. Qu'appelle. Parce qu'elle veut pas. Moi, j'ai 6 cours au cégep, là. OK. Donc, en or et lettres, là. Donc, ça finit là. Éventuellement, il faut que tu recommences à te faire une vie, là. Ouais. Est-ce que, du moment où tu décides que c'est fini au niveau de l'hockey, le chapitre le livre est fermé, c'est quoi ton impression? Est-ce que, quand tu finis, justement, t'as été un choix de première ronde, puis là, tu te réalises que, bon, ben, bon, d'accord, ça n'a pas fonctionné. C'est quoi ton sentiment avec lequel tu termines ta carrière? Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la colère? Je sais pas, comment tu te sens quand tu look back un peu, tu reflètes là-dessus, puis tu fais, bon, ben, regarde, ça,
c'est fait? Maintenant, tu sais, j'ai beaucoup plus de maturité que j'avais avant, hein, puis je suis capable de voir les choses de la bonne façon. Puis c'est sûr que je me dis, avoir su ce que je sais maintenant, j'aurais fait des choses complètement différentes. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que j'aurais fait un bon joueur de la Ligue nationale parce que je sais les choses? Peut-être pas, honnêtement. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment, précisément? J'aurais compris que le hockey était la priorité. Pour moi, c'était pas une priorité. À l'époque, c'était pas une priorité. C'était pas une priorité. Ça, c'est quand tu l'as réalisé? J'ai peut-être 10 ans après. Carrément. C'est ça, tu sais, que j'ai compris, parce que veux pas, tu sais, oui, tu y penses à chaque jour, mais c'est les gens qui te le rappellent aussi. C'est ça. Est-ce que ça vient de toi ou ça vient des autres? Ouais? Ben, ça vient de toi, mais ça vient des autres aussi. Regarde, comme on est 15 ans après ma retraite, puis il y a 10 ans, pardon, puis je fais un podcast, puis on parle de... Donc, tu sais, on m'en parle souvent. Tu sais, ça revient tout le temps, donc je peux pas vivre avec en même temps. Puis ça fait partie de moi, ça fait partie de qu'est-ce que j'ai vécu. Je n'ai fait des affaires dans ma vie, je n'ai vu. Tu sais, de 20 à 26 ans, là, je n'ai vu pas mal plus que la population de 20 à 45 ans. Là. Dans quel sens? Tous les voyages, tout ce que le hockey m'a apporté, que j'étais allé en Europe, les gens que j'ai rencontrés. Du véhicule. C'est ça. Les villes que j'ai visitées. Mais encore là, ça, c'est des affaires que j'aurais faites plus. J'aurais visité encore plus. J'aurais été dans les meilleurs restaurants. Savoir ce que je sais maintenant. Quand t'étais, tu dis que c'était pas une priorité, est-ce que tu trouvais que t'étais un gars de party? Est-ce que c'était quoi la priorité? J'étais pas nécessairement un gars de party, j'étais un gars de social. Okay. Moi, jamais être là. J'aime vivre, j'aime être là, j'aime être. Donc, je vais au hockey, j'avais tout le temps été bon, puis c'était juste une continuité de ça. Là, Donc, j'ai jamais appris à être un pro. Puis on m'a jamais montré être un pro. Dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, quand on est arrivé, c'était tu fais ça, puis that's it. Là, t'sais. Alors qu'être un pro, ça implique quoi? Ça implique se coucher de bonne heure, manger comme du monde, d'avoir une alimentation saine, de faire ce qu'il faut l'été pour jouer au hockey. Tout ça, puis d'être constant, de se présenter, puis de vouloir s'améliorer à chaque pratique, et non juste se présenter parce que tu as une pratique. Moi, je me levais parce que j'avais une pratique. Quand les gens, on t'en parle encore, tout ça, le fait qu'on est ici, qu'on fait un podcast, est-ce que ça t'énerve? Non, ça m'énerve pas. Mais c'est rare qu'on me pose les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? Non, mais tu sais, comme tantôt, tu as des bons points, je trouvais que c'est des bons points. Tu sais, c'est parce que d'habitude, c'est pas vraiment ça que les gens veulent savoir. Tu sais, ils veulent savoir, puis comment c'était avoir une shot dans la Ligue nationale, ou, tu sais, c'est ça qu'ils veulent savoir, tu sais. Plus superflu. Mais les vraies affaires de comment c'était pour toi, puis comment tu l'as vécu, puis c'était quoi la déception, puis t'étais-tu content d'être là, ou, tu sais, les vraies affaires, les vraies histoires, là, c'est rare qu'on en parle. Y a-t-il une question qu'on t'a jamais posée que t'aimerais qu'on te pose? À laquelle tu dirais que j'aimerais ça vous le dire? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est bizarre, hein, mais avec toutes les entrevues au fait des années, je suis sûr que mes réponses changent. C'est vrai. Puis je suis sûr que je suis plus honnête. De plus en plus honnête. Puis peut-être que dans 10 ans, je vais faire une autre entrevue, puis je vais être encore plus honnête que je suis là. Est-ce que c'est aussi que t'as de plus en plus de recul? T'es-tu de moins en moins fâché ou de moins en moins... pas fâché dans le sens que tu l'étais, mais j'ai déjà lu, Manier, que t'avais dit, mettons... tu l'as dit, t'as grandi avec Pascal Dupuis. Pascal Dupuis, il joue dans la Ligue nationale. Il vient de prendre sa retraite. Il a fait beaucoup d'argent. Il a une grosse auto. Il a une maison. Il a un rythme de vie qui est complètement différent du tien. C'est ton chum de Beaubriand. Oui, regarde, tu vois, ça c'est un bon point aussi. Tu sais, ça me fait chier de voir mes chums avec qui j'ai joué, millionnaires. Ça me fait chier pour moi. Tu sais, je suis content pour eux autres. Tu sais, je suis content pour eux autres. Mais en même temps, je me dis, aïe, j'aurais pu avoir, je sais pas, 4 millions en banque. Tu sais. Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes, tu dis non, j'aurais pas pu.
C'est ça. J'aurais pas pu, pas la façon que ça a fonctionné, pas la façon que je suis rentré, avec l'attitude que je suis rentré, ou peu importe. Donc, non, j'aurais pas pu. Fait qu'il faut tout le temps que tu reviennes puis tu dises, garde, là, faut que tu reviennes à la base. Puis... D'être honnête avec toi-même. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont des raisons pourquoi un gars comme Pascal Dupuis a fait des millions, là. Il y a des raisons, là, puis c'est pas parce que il allait sur la glace une fois de temps en temps puis il s'amusait, là. Parce qu'il a travaillé comme un chien, là. On peut pas attribuer ça à juste de la chance, quand même. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait, tu sais, les astres soient alignés, qu'ils disent. Ouais. Mais à un moment donné, justement, il faut que toi, ton astre, soit là aussi, là. Exact. On crée sa chance. Ben oui, c'est sûr. S'il y avait une leçon à tirer de l'histoire de Mathieu Chouinard, c'est-à-dire, si c'est une leçon à tirer de toute ta carrière, de tout ce qui t'est arrivé de ça, ça serait quoi? Ben, je pense d'être peut-être plus entourer les jeunes. Moi, je pense, c'est pas le temps à l'aréna qui faisait que j'étais pas un bon joueur de hockey ou que je suis pas devenu un pro. Mm-hmm. C'est le temps que j'étais pas à l'aréna. Les joueurs de hockey, c'est ridicule le temps qu'on passe à rien faire dans nos appartements avec les murs blancs, là. Tu sais, c'est complètement ridicule. On se lève le matin, on va à la pratique, on revient, il est 1h. C'est la journée finie, là. Donc, des jeunes de 20 ans, les poches pleines, à 1h, la journée finie, c'est tough. T'sais. C'est sûr que il y a des opportunités de peut-être... Oui, puis tu sais, tu vas peut-être pas faire tout le temps les bons choix, puis tout dépendamment qui est dans l'équipe. Je veux dire, c'est quel âge ont les gars de ton équipe, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quelle ville que t'es. Il m'a dit quoi, t'es à San Diego, il fait beau soleil, tu vas à la piscine, tu vas à la plage, tu vas peut-être pas t'entraîner, ou tu sais, donc c'est tout des petites choses comme ça. Donc je pense que si les joueurs, je pense qu'ils seraient plus entourés, plus aidés, là. Si j'avais pu, c'est ça que j'aurais fait. Je me serais occupé entre le hockey, puis je pense que ma vie aurait été plus saine. Plus d'ajouter des étages pas de complexité, mais d'autres choses que le hockey. Puis ouais, mais de faire que ton cerveau il bouge encore. C'est ridicule, hein? Mais c'est juste ça. La gymnastique. Quand je suis sorti du hockey, j'ai commencé à travailler, puis j'avais de la misère à écrire tout d'un coup. Puis je me disais, comment ça que je suis plus capable d'écrire? Ben, puisqu'elle faisait 6 ans que j'écrivais pas. C'est ça. Donc, il a fallu que je me revoie. Puis même moi, j'avais plus de mémoire. Je j'avais jamais à l'utiliser. Il y avait quelqu'un qui me disait, bon, ben, demain, on s'en va là. Mm-hmm. Tes muscles lâchent, tes muscles cérébrales. Ouais. Fait que je pense que ça, tu sais, s'occuper, puis se garder actif, mentalement, je pense que c'est ça que j'aurais complètement changé. Comment t'en es venu de passer de la retraite au coaching? Par accident, en fait. Quand je suis sorti du hockey, c'est une bonne histoire. Quand je suis sorti du hockey, je me suis rendu compte après 2 mois que l'argent sortait, tu sais. Puis j'étais en plein été, puis l'argent sortait. Je dis ben là, il faut que je fasse de quoi. Puis je voulais rien savoir du hockey. Absolument rien savoir du hockey. J'étais en séparation, puis je voulais plus voir mon ex, là. Donc j'ai accepté un poste, là, mon premier emploi à vie, à 27 ans. Pas allé au hockey. J'étais assistant gérant dans un entrepôt au club piscine. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je ramassais le stock puis je le mettais dans les boîtes des clients et des clientes. Donc, disons que ça a été une façon une leçon d'humilité. J'ai commencé à faire un petit peu d'argent, puis des fois, je me faisais donner une pièce de type, puis le gars que je travaillais, il voulait 50 cents de la pièce de type. Puis donc, tu sais, c'était... On était loin du million de bonus de signature. C'est en plein ça, puis tu sais, disons que ça a été une belle leçon d'humilité. Par la suite, j'ai commencé à travailler là dans le commerce, dans le transport. J'étais représentant des ventes, entre autres. Je travaillais avec le public, donc j'aimais beaucoup ça. Puis après 4 ans de ça, tu sais, j'étais bien. C'était un emploi stable. Je faisais du 8 à 5, puis ça finissait là. Puis après 4 ans, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça que je veux faire dans ma vie? J'ai arrêté de jouer parce que j'étais plus heureux. Mm-hmm. Là, je fais ça. Est-ce que ça me rend vraiment plus heureux? Non.
Donc, j'ai eu une opportunité d'affaires avec un ami dans ce temps-là. Donc, je suis parti en affaires dans une compagnie là, d'encadrement sportif. Donc, on s'occupait là, de rencontrer des athlètes, de les faire autographier des photos, des rondelles, des chandails. Okay. Nous, on faisait l'encadrement, on avait un magasin, ainsi de suite. Ça existe encore? Non, ça n'existe plus depuis quelques années. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait AL Collection. Parce que ça, c'est drôle que t'en parles, parce que j'ai vu des reportages par rapport à, tu sais, il y a un gros marché. Ouais. C'est quoi le terme? Pas criminel, mais de fake, de faux, de falsification d'autographes. 80% de ce qui est sur le marché. de ce qui est sur le marché, mettons, sur Internet, Amazon et quoi que ce soit, eBay, est faux. Tout ce qui est des affaires signées. Ouais. Comme... La meilleure façon, là, ouais. c'est de, pour ceux qui aiment ça, là, ouais, ben oui, c'est de rencontrer les gens puis de faire signer Absolument. sur place. That's it. Il y en a qui veulent pas que tu prennes des photos avec eux, il y en a qui veulent que tu prennes des photos. Ouais. Mais, tu sais, ce domaine-là, là, c'est un petit peu, ben, si les gens y attribuent beaucoup à cette photo-là, ben, c'est là qu'elle vaut de l'argent. Mm-hmm. C'est comme un peu les diamants. Si les gens arrêtaient d'aimer les diamants, ben, ça coûterait plus rien, un diamant. Ouais. T'sais, donc, si les gens veulent vraiment la photo de Maurice Richard autographiée, ouais. ben, elle va coûter cher. Ouais. Mais tu sais, donc, c'est ça. Puis, vous, est-ce que tout ce que vous faisiez, c'était authentique? Oui. Oh, ça, c'est, ben, qu'est-ce que tu dis par là? Ben, dans le sens que c'était les vraies signatures. Ben, nous, on rencontrait les sportifs. Les athlètes même. Donc, on a fait, la plus grosse qu'on a faite, c'est avec Carey Price chez nous, dans notre magasin. Oh, Carey Price est venu, donc il autographiait, il prenait des photos. Donc, nous, on authentifiait toutes nos... Parce que, tu sais, je sais qu'il y a des certifications qui disent, mais de ce que j'avais compris, c'était un petit peu de la frime, un peu. Les gens se donnent plein de certificats, puis... Ouais, ben c'est facile, toi. Tu peux te faire des certificats en carton, puis autographier Wayne Gretzky sur des photos, puis dire, ben c'est certifié par... quelque chose qu'on connaît pas. C'est ça, là, tu sais. Il faut qu'il y ait un lien de confiance avec la compagnie. C'est la seule façon. Mm-hmm. Donc, il y a des compagnies reconnues pour ça. C'est lesquelles les plus connues ou honnêtes? C'est bon, ça fait longtemps. Je sais qu'en Ontario, il y a Frozen Pond. Ici, là, c'est Classic Auctions, qui est à Candiac. Oui, c'est à Candiac. Okay. Classic Auctions, c'est fou. Eux autres, ils ont commencé, là, c'est eux autres dans le temps là, qui avaient passé le stock à Guy Lafleur quand il voulait acheter ses hélicoptères. Okay. Donc, ça fonctionne comme ça. Tu sais, ils font beaucoup d'équipements, eux autres aussi. Donc, des mini Coupe Stanley, les bagues de la Coupe Stanley, plein des bâtons. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens qui recherchent le bâton de Mario Lemieux en 92 ou... Mais tu sais, il y a eu beaucoup des ligues qu'on appelle il y a peut-être 2 rondelles du championnat ou tu sais des choses comme ça que finalement c'est pas vraiment des vrais là, tu sais. J'ai vu des fausses autographes être certifiés par des compagnies qui font des certifications. Ouais. Puis les meilleures compagnies au monde là. Donc comment c'est parce que dans le fond ils regardent ça eux puis ils voient pas la différence? C'est en plein ça. Même si eux autres sont pas à voir la différence. C'est pas le gars chez eux qui va la voir. Là, non. Puis comment t'es passé de cette business-là au coaching? Qu'est-ce qui en fait, c'est ça. Donc, je suis à ce business-là. Puis, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Hey, Mathieu, ça te tente-tu de venir coacher avec moi? » À l'origine, je coachais, je pense, du midget 2B. Là. C'était vraiment juste par désir de retourner au hockey. Puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Puis j'ai coaché Junior 2A. Puis il m'a dit « Hey, il y a quelque chose qui va se passer là, d'ici 2 ans. Là, je te donne un coup de fil. » Puis je me suis retrouvé, il m'a donné un coup de fil justement. Je me suis retrouvé collégial, assistant coach au collégial. Je te dirais là qu'au début, c'était vraiment juste... C'était pas à Saint-Laurent à ce moment-là? Oui, c'est à Saint-Laurent. C'était à Saint-Laurent, Oui, à Saint-Laurent. Donc, j'étais assistant coach là-bas. La première année du collégial. OK. Que c'est revenu. C'est-à-dire quelle année, ça? De 2010. OK, ouais, je pense. Ouais, c'est 2009-2010. Ouais. 2009-2010. Donc, c'est ça, je suis retourné là. Puis, je dirais que la première année, j'ai eu la piqûre. C'est là que j'ai dit hockey. J'ai compris que je connaissais plus de hockey que je pensais. Ça, je savais pas. C'est à travers toutes les années, tu sais. Puis j'ai tout de suite là à leader un groupe, puis voir la grosse photo, puis j'ai pogné la piqûre tout de suite. Donc, c'est quelle qualité que tu as vu en toi que tu as dit crème, ça c'est ce que ça prend pour être coach, puis je l'ai. Ça. Ben leader.
Leadership. J'ai tout le temps été un leader dans mes équipes. Dans tes équipes aussi. Moi, j'étais goaler, mais j'aurais pu être capitaine là, de mes équipes. Quand je jouais au soccer, j'étais leader, j'étais capitaine. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est inné en moi. Personnalité. Ouais, c'est ça. Je prends de la place aussi. Je suis pas petit. Je parle beaucoup. Donc, non, ça, c'est pas mal ça. Là. Puis le goût d'enseigner. Avant, je voulais peut-être être professeur. Tu sais. Puis on dirait que ça m'a donné le goût d'enseigner. Puis maintenant, t'es professeur de hockey. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le coaching? Encore une fois, je sais pas si c'est conscient ou inconsciemment d'accomplir des choses que tu n'as pas pu accomplir comme joueur. Oui, définitivement. Ouais. C'est drôle parce que tu disais que tu avais eu Alexandre Dandonneau. Oui. Parfait. Ben Alexandre Dandonneau, je sais pas si tu en as parlé. Alexandre, c'était un joueur qui était tough, qui patinait, qui faisait la grosse job. Dans son équipe, il y a beaucoup de skills. Beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent individuel. Peut-être pas cette année, il a gagné, mais c'était pas grâce à ça. Mais il va aller chercher des joueurs souvent comme ça. Ben moi, je vais chercher des gars qui travaillent fort, qui ont des bonnes attitudes, qui sont des bons jeunes. Donc, je vais chercher souvent des joueurs que moi, j'avais peut-être une lacune là-dedans. Tu vas te compléter. Je vais rechercher, je vais me compléter à travers les joueurs. Donc, je vais aller chercher des joueurs que vraiment, je vais me dire aux autres, là, ils vont tout donner pour l'équipe, tout le temps. Ils vont avoir des attitudes exemplaires. T'sais. Donc, je sais ce que ça prend maintenant pour passer, puis je veux aller chercher ça. Ça rejoint. Est-ce que ça se peut que ça rejoigne ce qu'on disait tantôt, dans dire que quand tu as réalisé qu'est-ce qui te manquait pour aller dans la Ligue nationale, ce qui t'a manqué, tu le sais tellement c'est quoi maintenant, tu l'as tellement identifié dans l'attitude, dans l'éthique, que maintenant c'est probablement une des premières choses que tu cherches chez tes joueurs. Définitivement. Encore une fois, c'était quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça a donné comme ça. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai mes dépisteurs, ils me disaient, tu vas voir, lui, tu vas l'aimer. Puis, je dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, on sait que, on commence à savoir quel type de joueur que t'aimes, tu sais. Puis, souvent, mes dépisteurs me disent, viens voir ce game-là, puis on ne dira pas c'est qui. Qu'on veut que tu vois, là, tu sais. Puis, à un chiffre, je peux dire, c'est lui, hein, il dit, ouais, c'est en plein ça. Tu sais, donc, oui, je pense que oui, ça vient rechercher complètement ce qui m'aurait manqué, là, pour faire un joueur complet, ouais. C'est quoi que tu trouves, parce qu'en plus, toi, tu gères aussi des jeunes, là, veux pas, donc t'as peut-être, je sais pas s'il y a une responsabilité un petit peu plus élevée, là, de gérer des jeunes, des futurs adultes. C'est quoi l'affaire que tu trouves le plus difficile dans le coaching? Je suis dans une braquette d'âge, là, c'est 16 à 20 ans. Mm-hmm. Beaucoup arrivent entre 16 et 20 ans. Les priorités changent. Les études, ils vont changer de branche. Ils vont changer de, tu sais, sont en train de développer. Il y en a qui, au moment donné, après une saison, 2 saisons, ils s'entendent plus de jouer au hockey. Puis c'est correct. Puis, tu sais, c'est plus leur but. Quand il était des petits flots, ils aimaient ça, mais là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il faut qu'il y ait plus de temps. Les études, ils ont rencontré une fille. Donc, c'est toutes ces affaires-là que tu sais que des jeunes vont partir à gauche par à droite, mais tu veux les envoyer dans le bon chemin. Puis tu peux pas toutes les... tu peux pas toutes les avoir. Il n'y a pas juste un bon chemin. Non, c'est ça. Mais tu essaies de faire des bons kids avec eux autres, puis qu'il y ait des bonnes façons de travailler. T'sais, des fois, ils se disent, ah, là, il est fatigant, il est tout le temps bête, ou il est tout le temps sur nous autres, tout le temps sur notre dos. Oui, c'est ça. Parce que c'est la seule façon que ça change les choses pour vrai, puis qu'au bout de 3 ans, tu fasses, hey, une chance qu'il a fait ça, parce que peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, ou je serais pas là, ou ça, quand j'entends des choses comme ça, c'est ce qui fait que la job est le fun. Ouais. Ça m'est arrivé récemment qu'un jeune qui est venu chez nous, là, il s'en va division, il s'en va universitaire canadien, qui a signé à Sudbury. Tu fais, puis il m'a écrit, il disait, hey, merci beaucoup, tu sais. Mais tabarouette, on passe d'un kid qui avait 17 ans, puis là, il s'en va à l'université canadienne, joue au hockey. C'est pas rien. Sortant du collégial, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça sort juste du junior majeur d'habitude. Donc, tu sais, c'est un kid qui a fait les efforts puis qui a compris qu'est-ce que ça prenait pour arriver là. T'sais. C'est quoi que ça fait quelques années que tu coaches, t'en as beaucoup plus devant que t'en as derrière là, en termes de coaching, mais à date, est-ce que tu es le plus fier dans ta carrière de coach? Plus fier. Ouais. Je te dirais, la première, quand j'ai quitté Saint-Laurent, j'ai fait 3 ans assistant coach. Mes 3 premières années, j'étais assistant coach à Saint-Laurent. Ensuite, on m'a offert un poste en chef à Lionel Gros.
Lionel Groux, c'était dans ma course à Sainte-Thérèse. C'était un programme qui allait un peu nulle part, qui avait beaucoup de talent dans la région, mais l'organisation, ça allait un peu nulle part. Donc, quand j'ai pris ça la première année, à la place de terminer dans les 2 dernières places du classement, on a fini 4e. Moi, j'ai pris une équipe que moi, je connaissais pas du tout, que j'avais pas vraiment choisi non plus. On a réussi à faire quelque chose de bon. Cette année-là, j'ai eu la chance de faire mon recrutement. Donc, l'année d'après, j'ai amené les joueurs que je voulais. On a gagné le championnat. Donc, je pense que ça a été... Puis, tu sais, il y a plein de joueurs dans l'équipe qui ont eu plein de trophées à la fin, des mérites individuels, tu sais, qui viennent directement de la façon que l'équipe a joué. Je pense pas que les joueurs auraient eu autant de mérites individuels si on avait fini dans la cave. C'est impossible. Donc, prendre cette équipe-là qui finissait 9e ou 10e, parce qu'il y avait juste 10 équipes dans ce temps-là, puis la faire gagner un championnat 2 ans plus tard, je pense que c'était un bel exploit. Là. Puis après Lionel Groux, comment tu t'es renoncé à revenir à Saint-Laurent? J'ai fait 2 ans chef à Lionel Groux. Après cette saison-là, après le championnat, j'ai eu la chance, j'ai eu un appel là, des Saguenay de Chicoutimi. Okay. Donc, j'étais allé 1 an avec les Saguenay de Chicoutimi. Ça a pas trop bien été, là, collectivement, là. C'est l'année, là, que, je sais pas si tu te souviens que le coach en chef et le directeur général avaient été mis à la porte pendant une game. Fait que, c'est moi qui étais là, j'étais sur le banc à Rimouski. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, maintenant, hein, c'est sur Internet. Fait qu'il y a eu un leak sur Internet. Ça s'est su avant. Ça s'est su pendant la game? Ça s'est su pendant qu'on était en train de coacher une game. Là, que nous autres, on savait que le coach... Fait qu'en 2 périodes, on a nos cellulaires, le coach en chef, puis tout le monde, on a tout reçu plein de messages textes, qu'est-ce qui se passe, puis blablabla. Donc, entre la 2 et la 3, on menait 2-0. Ouais. Je pense, entre la 2 et la 3. On a perdu 3-2. Le coach savait que ça en allait, le GM était là, donc... c'est ça. Donc, j'ai fait 1 an à Chicoutimi. Fait qu'ils ont-tu coaché? Hey, les gars, c'est notre dernière période. Ouais, c'était en plein ça. C'était, c'est le coach en chef, là. Disons que c'était pas trop plaisant, là, pour personne d'être là, là. Toi, est-ce que t'étais envoyé là-dedans? Non, comment ça a fonctionné, c'est qu'ils ont gardé les 2 assistants coach. OK. Donc, Yannick Jean est venu prendre les rênes, puis il nous a gardé jusqu'à temps que la saison finisse, puis tu sais comment c'est, quand il y a un nouveau coach qui rentre, il rentre, c'est coach. C'est ça. Donc, est-ce que toi, t'étais assistant coach ou coach des gardiens de but? Les 2. Okay. Donc, j'étais assistant coach / coach des gardiens de but là-bas. Donc, je faisais là pas mal tout. Le style a tellement évolué depuis les années 90. Là. Est-ce que tu juges que tu as les compétences pour coacher un gardien en 2017? Oui. Oui, je pense que c'est beaucoup de comprendre la game, puis de voir c'est quoi les habiletés de chaque gardien de but. À partir de là, c'est pas mal la même chose. Puis oui, veux pas, là, je lis encore beaucoup là, sur le sujet, puis tu sais, je me tiens up to date comme qu'on dit. Là. Est-ce que c'est plus dur physiquement ou psychologiquement, gardien de but? Psychologiquement. Ouais. C'est sûr, c'est pas facile pour les hanches, puis pour le dos, puis tout genoux, ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Les genoux, si tu parles d'un goaler, c'est sûr qu'il y a eu un problème de hanche, de genoux, de dos. C'est sûr et certain. À date, j'ai reçu Mike Condon, s'est fait opérer aux 2 hanches, ou 2, ouais. Puis Pascal Leclerc, c'est ça qui a fini sa carrière. C'est ça, fait que oui. Lui, les aines, puis ouais, ça a été la totale. Ouais. Fait que, mais bref, oui. Mais psychologiquement, tu disais que c'était encore c'est sûr. D'après moi, c'est 18 heures pourcentage, hein. Ouais. Moi, je suis prêt à pousser l'affaire à 80-20, là. Ah ouais, carrément. Oh oui, définitivement. C'est pour qu'est-ce qui explique que qu'un goaler, exemple, là, en ce moment, dans les séries, c'est Anderson qui goal bien. Mm-hmm. Tu sais, Anderson, c'est pas un meilleur dans la ligue, là. Mais présentement, mentalement, il est très fort. Donc, c'est qui explique pourquoi il est là, c'est ça. Mm-hmm. La relation, toi, t'es coach, c'est ça que tu fais dans la vie, là, t'as gagné un championnat collégial, là, t'as monté junior majeur. C'est quoi, est-ce que pour toi, c'était une opportunité ou un rêve d'aller coacher junior majeur? Là, vu que ça a terminé à Chicoutimi, t'es revenu coach en chef à Saint-Laurent. C'est quoi, là, toi? Est-ce que pour toi, tu veux retourner junior majeur? C'est quoi tes ambitions, tes aspirations comme coach? Est-ce que tu veux aller à la Ligue nationale? C'est quoi, au total, ton plan de rêve? Je te dirais que, présentement, la façon que je mets plus d'énergie à ma vie familiale. Mm-hmm. Si j'étais dans le junior majeur, je pourrais pas.
on n'est jamais à la maison. On est tout le temps parti. Donc, je pourrais même pas... il faudrait que ma femme déménage avec nous, puis c'est impossible pour l'instant. Donc, avec nos 2 enfants et tout, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Donc, disons que j'envoie pas de CV, puis ça me démange, par exemple. Mais j'essaie, tu sais, je vois ce qui s'ouvre des fois, il y a des portes qui ouvrent, puis des fois j'en parle à ma conjointe, mais sans y aller trop de l'avant. Mais pour l'instant, je fais ce que j'aime dans le coin. Donc, je couche chez nous le soir. Tu sais, j'étais à la maison avec les enfants. Donc, pour l'instant, là, on est heureux comme ça. Ma conjointe va compléter ses études en ostéopathie d'ici 2 ans. Donc, d'ici 2 ans, je te mentirais pas que j'aimerais ça. Là, c'est pour ça que d'ici 2 ans, j'aimerais ça me garder actif. Je sais pas ce que j'aimerais faire encore, si je veux retourner junior majeur ou aller en Europe ou quelque chose comme ça. Là. Coacher en Europe. Ouais, je pense que c'est quelque chose là côté famille aussi qui serait intéressant. J'aimerais ça que mes enfants aient la chance de voyager, toucher à beaucoup de choses, voir beaucoup de choses, parler le français, l'allemand, peu importe, le suédois. Donc, moi, je trouve que c'est juste bon pour les enfants. Ça amène une très bonne maturité rapidement. Puis que ma conjointe pourrait me suivre travailler en Europe aussi, en ostéopathie. Donc. Est-ce que c'est parce que tu as des ouvertures en Europe ou je connais beaucoup de monde. Ouais, j'ai encore beaucoup de contacts en Europe. Mais c'est pas... c'est pas couleur de béton. Non, c'est ça. Mais y a-tu un endroit particulier que t'as en tête en Europe? Tu dis, ça serait un choix numéro 1? Ben, c'est sûr que pour moi, la France, ça serait intéressant. Il y a beaucoup de hockey, là. Ça développe énormément en France aussi. Tu sais, tantôt, hors d'onde, on a parlé de la Chine. Ouais. Ben, tu sais, ça serait un Et défi. on parle pas de la Chine à Montréal. Non. Pas le canal. Pas le canal, on parle de la Chine en Asie. Mais, il y a beaucoup de Canadiens qui s'exportent en Asie et partout dans le monde. Énormément. Là, c'est les Américains, beaucoup de gens de la Californie. Gros. On s'en rend pas compte, je pense, parce qu'on est trop collés dessus, mais il y a une énorme croissance du hockey aux États-Unis. Là. Aux États-Unis puis l'Asie, je te dirais, là, ils vont aller aux Jeux Olympiques, veut pas, donc ils veulent renforcer ça. Mais les 2 prochains Olympiques, Corée, pas en Chine, mais Corée et Chine, donc ça bouge. Ça bouge, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient reculés par rapport à beaucoup de pays. Là, ils ont ça fait une couple d'années, là-bas, ils ont la Ligue d'Asie. Ouais. Il y a maintenant une équipe de la KHL qui est en Chine. Ouais. C'est là que c'est dans la Ligue d'Asie que Claude Lemieux a commencé son comeback pour la Ligue nationale. C'est vrai. C'est pas super fort. C'est pas super fort, mais je veux dire, c'est le début de... Tu sais, la Corée, l'autre jour, c'était les championnats du monde, où les games de qualification pour les championnats du monde, et la Corée a gagné en tir de barrage, et la Corée s'est qualifiée pour les prochains... Corée, évidemment, du Sud. Mais c'est qualifié pour les prochains Jeux olympiques, tu sais. Fait que des pays comme la France ou d'autres pays comme ça qui étaient traditionnellement en compétition, peut-être prennent du recul ou en tout cas, mais je veux dire, il y a des nouveaux pays qui rentrent dans l'équation. Il y a la Jamaïque qui rentre. Il y a la Jamaïque qui rentre, qui veut rentrer. OK. Oui. Je savais pas. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Graham Townsend. Graham Townsend, c'est un joueur de hockey qui est retraité, d'origine jamaïcaine, qui a joué pour Boston, qui a joué pour Toronto. OK. Qui a été skills coach à Toronto, skating coach à Toronto. Donc lui, il a un gros programme de hockey là dans le Maine, dans le coup de Boston, tout ça. Okay. Il roule beaucoup de hockey. Le Townsend Hockey, c'est super populaire. Puis j'ai eu la chance de travailler avec lui. Puis là, lui, il a lancé l'équipe Jamaïque. Donc il fait des tournois. Son but, c'est d'aller aux Olympiques, mais il y a des demandes à rencontrer pour avoir l'équipe. Il faut ça prend une ligue, ça prend une arena, tout ça. Ce n'est pas s'appeler le film Cool Running. Exactement, mais ça va être Cool Skating. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Honnêtement, ils essayent de lancer une équipe de la Jamaïque, puis ils ont commencé les tournois déjà. Ils jouent des games. Je pense que j'ai vu un reportage récemment. Je me trompe peut-être de pays, mais c'est dans les montagnes, je pense en Inde. En tout cas, dans les hautes montagnes. J'ai vu le même reportage. Je pense que ouais. Puis c'est un Canadien, puis ils sont comme on aimerait savoir une aréna, construire une aréna. Il n'y a même pas d'aréna dans le pays. Là. Ils jouent c'était où ça? C'était-tu l'Inde ou c'était... Non, c'était genre Mongolie. Ah oui, je pense que c'était ça.
Ouais. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est en Mongolie. T'as raison, je pense ça. Mais quand même, tu sais, qui joue des montagnes. C'est surprenant. Encore une fois, un Canadien qui... Eux, là-bas, ils ont des chandails de la Ligue nationale, mais ils n'ont jamais vu de game. Ils ont comme il y avait un chandail des Canadiens. Ça rappelle le film Mystery Alaska. Oui, c'est ça, contre les Rangers. Mais ouais, mais bref. Écoute, Mathieu, j'ai déjà pris pas mal de ton temps, mais merci d'être passé. Merci d'être venu. Déjà? Ben oui, on l'a bossé, on l'avait dit, on était à 1h27, là. Ah, tu vois. Puis, il commence à faire chaud. On va faire 2 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'était des anecdotes, c'est le temps. Non, mais merci pour vrai de ça. Puis, je te souhaite le meilleur pour le coaching. Puis, on te réinvite quand tu vas avoir un poste en Europe. Merci beaucoup. Puis, bon succès là, au podcast. On va écouter ça. Yes, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci à Mathieu Chouinard pour son temps. Quant à vous, passez une excellente semaine. Et comme dirait Marina Orsini à la fin de son émission, aujourd'hui, n'oubliez pas de sourire à quelqu'un avant de le poignarder. Non, c'est pas ça qu'elle a dit, je pense. En tout cas, merci. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye now. Bye bye.